Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César et je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Chaque podcast présente une année cinéma, tout est subjectif, ce ne sont que nos avis. C'est parti pour l'année 2003. Et on démarre donc avec les films à voir dans cette année 2003. Alors Meryl, on va démarrer par un film, on va faire assez rapide dessus, puisque je sais que ce sera le seul film de cette liste de 18 films pour l'année 2003 que tu n'as pas vu. La raison est toute simple, tu ne l'as pas trouvé. Tout à fait. Bah ouais, ça arrive. Alors tu vois, moi je l'ai revu en DVD, ce film, je l'avais vu au cinéma à l'époque, j'avais acheté le DVD, je t'avoue que je l'ai revu et que du coup j'ai mis le DVD dans mon panier de DVD à revendre. Bon, le film doit pas valoir très cher pourtant, parce que c'est pas non plus la rareté du sexe, ça s'appelle Tristan. C'est un film de Philippe Arel, le scénario est d'Olivier Daza et dans le rôle principal, une de tes actrices fétiches, Mathilde Seigné. Je me dis que du coup, voilà, ça doit pas être une grosse perte pour toi, je sais que tu la portes pas dans ton cœur. J'aurais tellement découvert de films dans ce podcast, ça c'est pas trop grave. Je pense que je pourrais dessiner ton avis, tu vois, même que tu ne l'aies pas vu, tu m'aurais dit que c'est un téléfilm. C'est vrai que ça fait très téléfilm dans la réalisation. Philippe Arel, on le connaît notamment pour avoir fait Les Randonneurs auparavant. Et donc là, il s'est mis au polar. Il a essayé de faire un polar, Philippe Arel, après avoir fait beaucoup de films, on va dire des comédies dramatiques, des comédies sociétales, tout ça. Il s'est dit, je vais faire un petit polar avec une flic dans le rôle principal, Mathilde Seigné qui joue une commissaire. Et donc elle se lance à la poursuite d'un tueur en série. Et en fait, le tueur en série, il ne tue pas ses victimes de façon crapuleuse. En fait, il est fait tomber amoureuse de lui. Il est en dépendante, c'est un pervers narcissique, hein, ce qu'on appelle maintenant un pervers narcissique. Et en fait, il les quitte au bout d'un moment et elles se suicident toutes les unes après les autres, tellement et le mec leur est rentré dans le cerveau. Elles partent en se suicidant. Donc voilà, elle part sur cette enquête-là. Alors, c'est pas un grand film, c'est pas un grand polar non plus, mais c'est un film que j'ai vu voilà, deux, trois fois dans ma vie. Je le reverrai peut-être dans 20 ou 30 ans si j'ai le temps un jour, mais ça reste un petit film. Au niveau encore de la réalisation, voilà, c'est très fonctionnel. Mathilde Seigné est plutôt bien. Moi, c'est une actrice que j'aime bien, hein. Dans le rôle principal, je la trouve assez crédible. Et en fait, il y a des petits éléments qui parsèment l'enquête qui sont plutôt cool. Par exemple, son collègue, c'est Jean-Jacques Vannier. Alors, Jean-Jacques Vannier, pour les gens qui se rappellent de lui, il était humoriste au début des années 2000 avec un peu un univers étrange. On dirait qu'il est tout le temps à côté de la plaque. Il joue pareil dans le film. Et ce qui est marrant, c'est que le mec passe sa vie à écouter du Michel Jonas. Voilà, ça, c'est le petit truc du film. Dès qu'elle rentre chez lui, il écoute du Michel Jonas. Dans la bagnole, pareil, il est obsédé par Michel Jonas. On va dire le tueur présumé dans le film qui s'appelle Tristan, d'où le titre, c'est Jean-Louis Loca, qui a plutôt une gueule particulière, qui jouera les méchants dans deux, trois films après. Et voilà, ça se suit sans déplaisir. Il y a une petite scène un peu ridicule. Enfin, je crois qu'elle y va deux fois, même dans un cabinet de psy, qui est joué par Nicole Garcia, qui lui apprend ce que c'est que les tueurs en série, les serial killers, et c'est un peu ridicule. Il y a du Michel Duchossois dans un petit rôle, il joue le père d'Emmanuel Seigné. Enfin voilà, c'est un petit film français, un petit polar. C'est pas grave si vous passez à côté. En plus, a priori, donc il est introuvable. On a même regardé sur tous les sites qui sont illégaux pour le trouver. Il est introuvable. Je pense que c'est un film qui a fait très peu d'entrées à l'époque, malgré la popularité naissante de Mathilde Seigné en 2003. Voilà, de bonne facture avec deux, trois personnages sympathiques et une intrigue qui se laisse suivre. Donc voilà, on va faire assez rapidement le dessus puisque tu ne l'as pas vu, Meryl. Tu as vu le deuxième film de cette liste de films à voir qui s'appelle Cypher, un film de Vincenzo Natali. Alors, c'est un Canadien, Vincenzo Natali, qu'on avait connu pour un film dont on n'a pas parlé dans le podcast, parce que moi, je trouve que c'est un film qui a extrêmement mal vieilli, c'était Cube. Et donc, il revient avec ce film qui s'appelle Cypher, un film qui est assez oublié, en tout cas, voilà, que je pense comme son acteur principal, qui s'appelait Jérémy Norzan, qui tournait un petit peu à cette époque-là, qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, peut-être dans des séries, mais comme je ne regarde pas de séries, je ne sais pas. Il y a Lucy Liu, qui était un peu voilà, la star de l'époque, qui jouait dans des séries, notamment qui avait fait Charlie's Angels, entre autres. Et donc, c'est un film de science-fiction, on pourrait dire même un thriller de science-fiction. Alors moi, c'est un film vraiment en deux parties, je trouve. Il y a la première partie qui est très intrigante, où en gros, le héros se fait embaucher par une entreprise pour infiltrer des réunions de notre entreprise concurrente. Il rentre là-dedans un peu comme un espion industriel. Et en fait, le film tourne à la science-fiction, à mi-intrigue, et ça commence à devenir un peu un jeu de dupes entre pas mal de personnages. Et j'avoue qu'en le revoyant, en fait, je prends beaucoup de plaisir à la première partie, beaucoup moins à la deuxième, qui me paraît pas très crédible, et la résolution encore moins. Mais il y a quelque chose dans ce film. Je trouve que, en tout cas, dans les 20 premières minutes, on va dire même la première demi-heure, il y a vraiment quelque chose. Meryl, qu'est-ce que tu as pensé de Cypher? En me regardant le film, je disais, purée, que le scénario est bon, quoi, tu vois. Puis au final, du coup, bah, je suis un peu déçu parce que je trouve toujours que le scénario est vraiment bon.
Et bon, c'est vrai, faut reconnaître que la réalisation, ça pêche quand même un peu, hein. Bon, moi déjà, Ouais, tu vois, tu viens d'en parler, mais moi j'ai eu du mal avec le rejeton cacheté de la famille Baldwin. Moi, direct, tu m'as fait penser. Il y a quelque chose là, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il y a quelque ouais, chose là. c'est vrai, c'est vrai. D'entrée, tu vois, je me suis mis à penser à Spielberg avec Tom Cruise dans le rôle de Sullivan. Faut quand même voir qu'on est un film à 10 millions de dollars, tourné en 35 jours en plus. Donc voilà, Ouais, ça se ressemble tout au long du film, hein, ça c'est clair. On a même plus une impression, tu sais, de cinéma d'auteur, ouais, carrément, que de science-fiction, quoi, tu vois. Il réussit quand même pas mal de choses, hein. Bon, il parvient bien à créer l'atmosphère futuriste, hein, tu sais. Recréer l'univers cybernétique et puis l'espionnage industriel. Malgré tout, on a quand même, tu sais, un peu, moi en tout cas, j'avais quand même un peu parfois l'impression d'être devant un épisode de la série X-Files, tu vois. Un petit peu mieux éclairé. C'est vraiment la réalisation qui pêche de toute façon. Lucie est magnifique. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont quand même réussies dans ce film, hein, mais en le regardant, toi, je suis pas trop fan des reboots, mais je me disais que c'est peut-être certainement, c'est vraiment un film qui mérite un très bon reboot avec du budget et puis surtout des bonnes idées dans la mise en scène. Bon, après, en plus, il faut reconnaître un truc aussi, c'est que dans le film, tu es malmené par la narration, carrément, hein. Il y a des ouais. retournements à tout va. À la fin, moi, sérieux, j'espérais qu'il y a un mec qui déboule, tu sais, euh, comme dans le film de Les Nuls, c'est moi le tueur! Enfin, tu vois, à la fin, tellement de rebondissements dans tous les sens que l'espion qui devient contre-espion, qui devient bi-contre-espion, enfin voilà. Faut quand même aussi dire que ça pique quand même pas mal dans Blade Runner et surtout dans Matrix, hein. Ouais. Ouais, vraiment surtout dans Matrix et même au niveau des plans, hein. Dans Blade Runner, tu as carrément le plan de, tu sais, de l'appareil photo quand il étudie la photo au zoom, quoi, tu vois. Tu as carrément même une scène genre la pilule rouge de Matrix avec une seringue verte. Enfin bref, il y a tellement de révélations que tu vois, le film aurait dû être bien plus percutant, avec un montage bien plus nerveux. Il n'y a pas de budget et il n'y a peut-être pas les acteurs qu'il faut non plus. En fait, je me disais que voilà, quand t'as pas de pognon, tu fasses ça par la ZIC et je trouve que la ZIC s'en sort pas trop mal. Il faut quand même louer quand même, alors qu'il s'appelle comment il s'appelle Brian King, c'est ça? Ouais, le scénariste, Le ouais. scénariste, hein, ouais, le scénariste, qui en plus, moi, ça m'étonnait parce que franchement, j'ai vraiment trouvé que le scénario est vraiment excellent et il a rien fait d'autre en plus, lui. Tout à fait. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le scénario est vraiment palpitant, encore une fois, jusqu'à un certain degré. En tout cas, le début, tu sais, avec ces scènes où il arrive dans les séminaires, où voilà, on les endort et tout ça, je trouve ça vraiment une super idée. Enfin, j'ai adoré cette idée-là. J'aime beaucoup l'idée aussi, sans essayer de spoiler, on va dire, du repère qui est dans un champ de maïs, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup cette idée-là aussi, avec cet ascenseur qui descend, on a l'impression à 200 bornes sous terre. Enfin, voilà, il y a plein d'idées. Mais c'est vrai que tu as totalement raison. Visuellement, ça ressemble vraiment à un épisode de série. Ça, c'est clair et net. Même la lumière et tout, c'est très, voilà, c'est très sombre. Ça se voit qu'ils n'ont pas eu de blé. Et tu as raison, ça pourrait faire un excellent remake. Moi, je pense que Cypher, ça mérite quelque chose. Ça a été en plus un film pas vu du tout à l'époque. Donc, je pense que l'histoire pourrait se remodeler et se refaire en peut-être changeant la fin un peu à la Anthony Zimmer, le film que j'ai revu il y a pas longtemps, qui est vraiment foireux. Et voilà, ça m'a fait penser un peu à ce genre de fin. Bon, c'est dommage, mais en tout cas, en plus, tu as raison pour Jeremy Northam, hein, il n'a pas beaucoup de charisme, mais je pense que c'est bien pour un film comme ça, parce qu'en fait, il joue un type qui passe d'entreprise en entreprise, de séminaire en séminaire, sans être, il doit pas être attrapé, quoi. Donc finalement, un type qui n'a pas de charisme, ça passe mieux. En tout cas, voilà, il y a des bonnes choses dans le scénario, c'est pour ça que je voulais en parler. Dans cette liste de films à voir, Meryl, troisième film, on revient au cinéma français avec un film d'Éric Valette, Maléfique. Alors, Maléfique faisait partie de la grande, enfin de la grande, c'est pas une grande lignée, c'est une petite lignée de ce qu'on a appelé les B-movies, c'est-à-dire une collection lancée par Canal+ à l'époque, où on filait en gros 1 ou 2 millions à des jeunes réalisateurs et à des jeunes scénaristes pour faire des films de genre, c'est-à-dire de l'horreur, du fantastique. Et donc Maléfique, je pense que c'est vraiment la pépite de ce truc avec un jeu d'enfant dont on a déjà parlé. Moi, je trouve que c'est les deux très bons films de la collection. Il y en a d'autres, par exemple Bloody Mallory, pardon, qui était vraiment regardable. En tout cas, Maléfique, voilà, ça se passe dans une cellule de prison, c'est un huis clos. Ça se passe, je crois qu'ils ne sortent jamais. Peut-être oui, il y a un plan à la fin. Voilà, j'ai le souvenir, sans le révéler, où on voit un peu d'extérieur. Donc c'est des mecs qui sont enfermés dans cette prison, une espèce de prison très défraîchie avec des murs. On a l'impression que c'est une prison du 19e siècle. Et donc il y a un nouvel arrivant, Gérald Laroche, qu'on aime bien dans le podcast dont on parle régulièrement. Et en fait, ils vont trouver à l'intérieur d'un mur de cette cellule un livre occulte, on va dire ça. Ils vont appeler les esprits. Il va se passer des choses de magie noire à l'intérieur de cette cellule. Moi, c'est un film que j'aime vraiment bien, même si j'ai été un peu déçu par mon revisionnage. Je trouve qu'en fait, il y a une ambiance qui fonctionne dans ce film entre les quatre acteurs principaux, Gérald Laroche, Philippe Laudenbach, Clovis Cornillac et Dimitri Rato. Ça marche très bien. Il y a même une apparition de Didier Bénureau. Et ça, c'est improbable avec le rôle d'Hippolyte Picus.
ce qui est marrant, c'est que ce qui marche bien, c'est l'espèce de comédie décalée noire, mais je trouve que l'aspect fantastique, à proprement parler, il y a vraiment des scènes où ça pêche, particulièrement le début et la fin, quand voilà, le livre s'exprime pleinement et qu'on voit vraiment des choses. Je trouve que là, bon, bah, le manque de budget, le manque peut-être d'invention visuelle est un peu trop prégnant pour qu'on y croie. Ça fait presque rigoler, quoi. 20 ans après, les effets spéciaux ont vraiment pris un coup dans la gueule, mais il y a quand même une touche d'humour. Moi, rien que pour voir Cornillac donner le sein à son co-détenu, tu vois, moi ça me régale parce que Cornillac joue un transsexuel dans le film et voilà, je trouve qu'il y a vraiment des idées en marge. Ouais, bah écoute, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et bon, j'allais surtout parler un petit peu de Cornillac. C'est lui qui m'éclate. Je me rappelle que j'avais découvert ça sur Canal, moi, à l'époque. Et oui, bon, c'était une curiosité un petit peu ce film. Et puis, bon, ça fonctionne vachement bien quand même dans la cellule, quoi. Les quatre acteurs sont vraiment bons, hein. Ouais, Bon, voilà, c'est quand même hyper fouché, hein. Mais ça avait eu le prix du jury à Gérard Maire à l'époque, je crois, ce tout à film, quoi. fait. Ouais, ouais. Bon, ça a fait quoi, 85 000 entrées, je crois, en France. Bah, ce qui est marrant, c'est que le film, en plus, a fait parler de lui au-delà des frontières. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, il a marché pas mal, je pense, en VOD ou en tout cas en DVD à l'époque. Et Eric Valette est parti aux États-Unis faire deux films, bon, vraiment très mauvais. Un film qui s'appelle Hybrid et un film qui s'appelle One Missed Call, qui est un remake d'un film japonais. Il est revenu en France. On en reparlera peut-être. En tout cas, il avait fait un film qui, moi, m'avait laissé quelques bonnes traces. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que ce mec-là, avec voilà, 1,5 million, il arrive quand même à instiller une ambiance, à distiller un peu de mystère. Et c'est dommage que moi, par exemple, je trouve que le plan final est génial. Tu vois, j'adore cette idée de plan final. Je trouve qu'il est à la fois bizarre et flippant, mais voilà, je trouve qu'il y a des idées, quoi. C'est un peu dommage que des fois, il ait pas les moyens d'aller au bout de son délire, je pense. Dans la sélection de cette année, il y a Haute Tension. Et tu vois, bon, Ouais. c'est pas le même budget non plus, mais c'est le jour et la nuit quoi, en termes de réussite. Moi, je trouve, hein. On va en parler, hein, mais bon. C'est à signaler quand même parce que c'est des mecs qui maintenant sont dans le cinéma, mais Alexandre Charlot et Franck Magnier qui ont écrit le scénario avec François Cognard, hein. François Cognard, pour les gens qui connaissent, c'est un type qui est très proche du journal Mad Movies, voilà, qui produit maintenant des films également, et c'était des mecs des Guignols, Alexandre Charlot et Franck Magnier, des auteurs des Guignols, qui sont lancés dans le cinéma. Je m'étais dit, tiens, c'est marrant que ces mecs-là aillent vers le cinéma fantastique. Bon, derrière, ils ont écrit d'immondes merdes. Je pense pas qu'il y ait les tuches, mais c'est quasiment ça, quoi. Donc c'est un peu dommage que tous ces gens-là qui se soient jetés à corps perdu dans le fantastique, se soient retrouvés dans les films qu'on aime moins, quoi. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, Maléfique, ça vaut le coup d'œil si vous ne l'avez pas vu. Il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est un film, moi, je trouve assez attachant. Et puis, je trouve il y a des scènes qui restent en tête, quoi qu'il arrive. Un petit mot sur Gérald Laroche, Meryl, parce que je sais que tu l'aimes bien aussi, toi. Oui, 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 bah, il a quand même une plastique assez particulière, hein, je trouve, Ouais, qui marche bien. c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais essayer de te donner la parole pour le prochain film, parce que des fois, j'empiète un peu. Le prochain film, c'est une comédie française, un film d'Éric Lartigot, son premier d'ailleurs, mais qui a tué Pamela Rose avec Cadet Olivier. Cadet Olivier, enfin, c'est trop bizarre aussi leur carrière à eux, parce que moi, j'étais fan quand ils étaient sur Comédie, la grosse émission, tout ça. Je trouvais qu'ils avaient un univers totalement absurde, hyper décalé, qui marchait très bien, un peu quoi, à l'image de Robin des Bois. Et c'est des mecs qui sont devenus, voilà, moi, tout ce que j'aime moins, voire que je déteste dans la comédie française, c'est-à-dire Les Tuches pour Olivier Barou et Cadmerade qui tourne 3 films ou 4 films par an, donc il n'y en a pas un bon depuis 15 ans. Voilà. C'est très dommage. Ils se sont fondus dans le moule du cinéma français, mais je trouve qu'avec cette comédie-là, en tout cas, ils essayaient des choses et ils parodient tout un pan du cinéma américain. Ouais, moi, je sais qu'à l'époque, ça m'avait fait un peu marrer, mais j'étais un petit peu indifférent à leur humour. Mais vous savez, déjà un petit moment où je regardais, j'avais lâché Canal de toute façon, puis j'ai jamais été grand fan de comédie. Je me suis rattrapé depuis et j'ai surtout rattrapé les Robins, hein. Après, j'avais quand même encore quelques scènes en tête qui m'avaient bien fait marrer à l'époque, genre la scène de Chabat qui chante de la country en yaourt avec le public qui répète exactement le même. Love's in the spring. Mother and the lover is just another bring. Et puis cette putain de scène du mec qui vient chercher son médic en disant putain non c'est efficace hein, avec ça, franchement j'oublie plus rien. Il revient 3 secondes après. Vous auriez mon médic? Bonjour la compagnie. Ah. Salut les jeunes. Viens chercher mon mémorax. C'est Grimine, tenez. Et n'oubliez pas, de le matin, de le soir. Bah oui, je sais. Depuis 15 ans que j'en prends. Cette scène-là me fait crever quoi. Et puis, tu sais quoi, même les 10 secondes avec Virginie Ledoyen qui fait qu'est, il y a quand même, je trouve que, bon, c'est clair qu'ils sont talentueux, c'est clair que ce que Olivier Barou disait déjà à l'époque, que Cadmerade avait un vrai potentiel d'acteur. Là, dans ce film, tu t'en rends bien compte, hein. On retrouve Darmon qui confirme que, toi, comment dire, sa renaissance passe bien par la comédie, quoi. Tu vois, Oui. en le revoyant là, bon.
je me disais que déjà, il est quand même très très bien réalisé. Avec, Tout à fait. franchement, il Ouais. y a des plans quand ils sont au poste de police. Ça te rappelle plein de séries policières, tu vois, des éclairages et des choses comme ça, des ambiances. En plus, bon, c'est une phrase un peu pompeuse, mais on peut dire que c'est de l'humour tourné avec sérieux. Et j'en veux pour preuve que les mecs n'hésitent pas à utiliser une grue pour filmer 5 secondes de Laurent Lafitte en espagnol et revenir à l'intérieur par la fenêtre d'une maison. C'est C'est vrai. quand même, c'est beau. Moi, c'est ce que j'appelle voilà, l'humour tourné avec sérieux, quoi. Mm. Et puis, bon, l'ultime réflexion pour moi, c'est Jean-Paul Rouve, tu vois. Il est déjà génial. J'adore ce mec. J'aime pas tous ses films, mais je trouve que ce gars-là est tout le temps bon, tu vois. Donc, bon, en plus, le scénar est cool. Voilà, on est un petit peu chez les As, on est un petit peu chez Chabat, on est carrément chez Canal+, bien sûr. Petite note finale, c'est de terminer le film avec la voix de Jack France, hein, tu vois. Bon, ben, Mel Gibson, Nick Nolte, John Goodman, Robert De Niro. Ça a plutôt un très très bon moment, finalement. Alors moi, ce qui me fait marrer, tu vois, je suis en train de regarder un peu la liste du casting, c'est les noms qu'ils ont filés aux personnages. Darmon s'appelle Phil Cannon, Jean-Paul Ouais. Rouve, Steve Marley, enfin tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment Thomas Philby pour Abelansky, Chabat s'appelle Peter McGray, enfin voilà, c'est des noms à la con comme ça. Moi, je trouve qu'il y a, en fait, tu as raison, c'est hyper bien réalisé. Ils ont tout tourné en banlieue parisienne, mais en voulant donner l'impression que c'est tourné dans le Michigan ou dans le Colorado, c'est ça qui est hyper bien foutu. Je trouve qu'avec un budget de moins de 6 millions d'euros, ils ont vraiment fait des miracles parce que on y croit souvent, je trouve, bizarrement. Je trouve que l'intrusion de la comédie française, mais référencée, marche très bien dans cet univers-là. Alors, ça parodie plein de films, hein. Ça parodie Le Silence des agneaux, notamment au début. Trop Romance, qui a vraiment. Il y a une Mm. scène qui est quasiment repompée pour l'échange de drogue. Et moi, il y a des. Bah là, tu as parlé de Mémorax, moi, c'est ma scène préférée, mais il y en a une autre qui me tue de rire, c'est quand ils vont à la morgue et que la façon de voir pour si le mec est vraiment mort, c'est de lui raconter une vanne, quoi. Et je trouve ça. Et, tu vois, ils disent pourquoi. Comment on sait que Barry White a conduit une voiture? C'est parce qu'il y a encore du gel sur la tue-tête. Et voilà, il dit, le mec ne rit pas, il dit, c'est bon, il est mort. Ça, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment excellent. Et mais, alors, ce qui est cool, c'est que le film a marché. Il a fait 1 million d'entrées à l'époque. Ça a lancé vraiment la carrière de KDO au cinéma. Et ils ont fait une suite quelques années après. Une suite, mais ratée de A à Z. Alors, je sais pas comment ils ont pu autant réussir, on va dire, entre guillemets, le premier opus et autant foirer le deuxième. C'est vraiment très dommage. Mais bon, voilà, on va reparler d'Éric Lartigot et de KDO dans, peut-être pas le prochain, mais celui d'après de podcast, puisque je trouve il y a une pépite qui arrive derrière dans leur carrière à tous les trois. Et voilà, franchement, Pamela Rose, c'est un truc qui vieillit bien. C'est quand même un film plaisant, et je trouve que tu as raison de le dire, c'est pas de la comédie bâclée, c'est pas de la comédie fait par-dessus la jambe, c'est appliqué, il y a plein d'idées, il y a plein de vannes. Quand il y en a une qui foire, il y en a une 30 secondes après qui fonctionne. Autre film français dans cette liste, Meryl, après donc la comédie Pamela Rose, on va vers le polar, mais le polar un peu sympa, un peu en mode comédie, même si pas autant qu'on le croit, ni pour ni contre, bien au contraire, un film de Cédric Clapiche. Alors Cédric Clapiche, on en a parlé, on a parlé de tous ses films dans le podcast. Moi, je suis vraiment un fan absolu de Cédric Clapiche. Mon début de césure avec son œuvre commence avec ce film, ni pour ni contre, bien au contraire. Moi, j'ai adoré tout ce qui précédait. Toi, je sais que tu as des petits bémols par-ci par-là, mais ni pour ni contre, en fait, c'est vraiment la première fois où il se projette dans un genre bien précis, même s'il avait fait de la science-fiction avec peut-être, mais en tout cas, là, il va vers le polar, un peu à la mode Clapiche, c'est-à-dire en dépeignant des personnages un petit peu hauts en couleur, avec un peu de comédie, mais en même temps en y mettant du vrai polar et donc du noir. Et je trouve que le noir ne lui est réussi pas vraiment. On suit donc une jeune fille qui est interprétée par Marie Gillin, qui est caméraman pour le journal télé. Et en fait, elle se fait embarquer par une bande de petits gangsters, de petits voyous. Alors, c'est pas la grande voyoucratie, hein. C'est des mecs qui tiennent un kebab, c'est des mecs voilà, qui volent des trucs à droite à gauche, mais ils ont besoin d'être filmés pendant leur casse. Et donc, ils font appel à cette jeune fille qui va entrer dans le monde des voyous par ce biais-là. Elle va bien évidemment, c'est un peu un cliché, mais en tout cas tomber amoureuse du leader du groupe qui est joué par Vincent Elbaz. J'ai pas dit le reste du casting. Il y a aussi Simon Abkarian, voilà, qui joue dedans, Dimitri Storoj et Zinedine Swalem. Il y a des habitués de Clapiche et puis des gens un peu plus nouveaux. Et voilà, moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé au cinéma. Je l'avais dans ma DVD tech depuis des années. Et là, en le revoyant, je me suis dit, il y a un truc qui fonctionne pas dans ce film, c'est-à-dire que le côté noir, en fait, tous les personnages sont des enculés. Vraiment, quand je mets tout, c'est-à-dire tous, c'est vraiment des salopards. Il y en a un qui sort un peu du lot, c'est Zinedine Swalem. Mais je t'avoue que le côté rigolade, un peu clin d'œil, avec en même temps ce fond ultra glauque, c'est tous des salopards. Ils sont prêts tous à se buter, à se mentir, à se vendre et tout ça. Ça m'a pas plu et j'ai trouvé que Clapiche était pas à l'aise avec le mélange des genres et du coup j'ai un peu lâché l'intrigue de ni pour ni contre. Meryl. Ouais, ouais, mais c'est un peu le défaut du film, c'est il sait pas trop sur quel pied danser en fait. Ouais. C'est un peu l'impression que ça donne. Après, je dirais quand même pas mal, moi. Tu vois, Ah oui, bon, c'est pas mal, oui. Oui, oui. ouais, Clapiche pioche un petit peu partout quand même, hein, de Scorsese à la chèvre, hein.
Tu l'as dit, ça commence plutôt sérieux et c'est pas mal. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup le début. Et puis ça tombe très vite dans la comédie quand même. Alors je dirais pas que c'est un peu dommage parce que de toute façon, j'ai bien conscience que Clapiche n'est pas Kounen, tu vois, par exemple. Même s'il y a du sérieux dans les braquages, hein, il y a des bonnes scènes, hein, on est quand même, voilà, plutôt essentiellement dans un film un peu comédie quand même, quoi. Et Ouais, même la musique l'impose. Tu vois, la très bonne zik, hein, d'ailleurs, il y a de très bonnes zik aussi. excellente. Enfin voilà. La musique de Loïc Dury, hein, qui est un peu le compositeur habituel des films de Clapiche. Mais bon, voilà, je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées de mise en scène. Vincent Elbaz est excellent. Il est blindé de clichés, mais ça lui va tellement bien que, enfin, oui, je le trouve vraiment très très bon. Bon, Marie Gillin joue un peu comme Marie Gillin, tu vois. C'est un peu comme dans Lapin. Allez, quoi, de bonnes scènes. Il y a une bonne scène de discussion bien marrante avec le fils d'Abkarian. Et puis il y a la séance de ski nautique avec Soilem comme cible. Voilà, tu sens que il a quand même voulu essayer de faire le film de copain. Et c'est peut-être le truc qui marche le mieux, tu vois. Je dirais pas qu'il y a une alchimie entre eux, mais en tout cas, enfin voilà, ils sont bien ensemble, quoi. Ouais, bah tu vois, moi, tu parles d'une scène justement typique de ce qui va pas dans ce film-là, je trouve, c'est quand Swalem fait du ski nautique et ses Mm. copains sont dans le bateau devant et lui tirent dessus. Bah, je me dis, attends, c'est quoi ces trucs-là? Enfin, ça veut dire, on est potes, mais on se tire dessus pour rigoler. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. Et en fait, il me pue un peu au nez, tous les personnages de ce film. Alors, je les trouve bons, hein, Elbaz, Abkarian. Abkarian, il joue vraiment une saloperie, hein, dans ce film-là. Il Ouais. est Ouais. violent avec sa femme et tout. C'est vraiment un connard. Il y a que Swalem, moi, qui me plaît à peu près dans le film. Bref, en tout cas, voilà, moi je trouve que on va pas dire c'est pas une déception, c'est une légère déception dans la carrière de Clapiche qui était pour moi jusqu'alors parfaite. Mais bon, voilà, en tout cas, il s'est essayé à un genre, il a tenté quelque chose. C'est un film qui a moins marché d'ailleurs, hein, que le reste de sa filmographie, en tout cas à cette époque-là. Mais c'est à voir, il y a un petit côté de jazzy qui est sympathique dans ce film. Meryl, on passe au film suivant, un film culte américain qui s'appelle Phone Game. Alors le titre original c'est Phone Booth, hein, qui veut dire cabine téléphonique. Ils ont dit Phone Game en France, bon, on se dit, ça revient à peu près au même. Alors, c'est ce qu'on appelle un film culte, bizarrement, parce que c'est un film, donc à chaque fois que tu en parles à quelqu'un, il l'a vu. Enfin, c'est vraiment le film que tout le monde a vu, alors que ça n'a pas été non plus le succès du siècle au cinéma. 13 millions de dollars de budget, 100 millions de recettes, donc vraiment un beau succès. Mais je trouve que ce film-là, tout le monde te dit, ah, le film avec le mec dans la cabine, le film avec le mec qui téléphone. Enfin, voilà. C'est un film connu. En gros, je fais très rapidement l'histoire et tu donnes ton avis en premier. Colin Farrell se balade dans les rues de New York. C'est un sale con, un mec pétri de voilà imbu de lui-même, qui parle comme une merde à son assistant et tout. Il répond à une cabine téléphonique dans la rue en plein New York. Il s'avère qu'il y a un sniper qui a son fusil pointé sur lui. S'il raccroche, il lui tire dessus. Donc il lui fait faire plein de saloperies, plein de conneries pour voilà en évitant sa mort. C'est un film de Joel Schumacher, hein, qui est quand même pas un grand réalisateur, mais je trouve que c'est l'un de ses meilleurs films, Joel Schumacher, parce que c'est tendu, ça dure 1h20, ça va droit au but, il n'y a pas trop de longueur au début, il y a peut-être des pertes de rythme dans le film parce que bon, on est quand même sur un mec qui est dans une cabine, mais je trouve qu'il arrive à animer tout ça. Alors, je me suis dit en le regardant, peut-être qu'un Tony Scott aurait rendu ça encore plus virtuose, mais il essaye de faire quelque chose, c'est un peu clipesque, c'est un peu démodé, je trouve, dans la réalisation. Mais en tout cas, moi j'ai repris un certain plaisir, c'est une série B qui se voit avec plaisir. Ouais, j'ai lu que Larry Cohen, en plus, le scénariste, avait proposé l'idée du huis clos dans une cabine téléphonique à Hitchcock à l'époque. 30 ans plus tard, qu'il a eu l'idée du sniper qui a débloqué l'intrigue, en fait. Et j'ai même lu aussi que Spielberg était très, très intéressé et est en négociation parce qu'il adorait le script de Cohen avant Schumacher. Ça me faisait sourire ce que tu disais dans le trou, parce que c'est pareil. À l'époque aussi, moi, c'est exactement le film. Quand tu discutais cinéma, les mecs te disaient Phone Game, t'as vu Phone Game? Tout le monde te disait ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est normal parce que je trouve que c'est vraiment un scénario plutôt frais et original. Tu vois, bon, c'est sûr que de toute façon tenir 80 minutes et faire un thriller plutôt mouvementé avec comme pratiquement seul plan une cabine téléphonique, puis un seul perso pratiquement, hein, il y a des jeunes qui interviennent, mais bon, tout est braqué sur lui. Il faut de la maîtrise, surtout dans le rythme, hein, parce que je trouve que c'est ce que le film réussit, quoi. Tu bouges pas de la cabine, mais pourtant ça va dans tous les sens. Surtout qu'ils ont tourné tout ça en seulement 12 jours de tournage. Du coup, là, ben, je rends vraiment hommage à Colin Farrell, qui, moi, à l'époque, m'énervait un petit peu avec avec sa tronche de beau gosse. Moi, je trouve qu'il assure à fond là-dedans. Il porte le film tout seul, de toute façon, et puis il est génial, dans une pression permanente. Le mec arrive sans mal à t'embarquer dans une espèce de mystérieux thriller où lui-même va passer par tous les états, quoi. Il va en prendre plein la tronche, à tel point même que je trouve que finalement, on passe presque à côté des acteurs, des autres acteurs. Parce qu'il y a quand même, bon, Ouais. il y a Forest Whitaker, quand même, tu vois, et même Mhm. Sutherland à la fin, tu vois. Je me dis, après tant de tensions que ça, je reproche rien à la fin, mais t'es presque déçu parce que
Faut dire quand même que, bon, je vais parler du film et de Schumacher en 2 secondes après, hein, mais franchement, je trouve que c'est vraiment une pleine réussite. Après, bon, je termine sur des acteurs avec une mention spéciale à Ben Foster, en improbable, je sais pas comment dire, Eminem relooké pour un film d'Anderson. Tu parlais de virtuose. Bon, moi, je me disais, de toute façon, ça sonne vraiment à la Tony Scott, hein, de toute façon. Après, Tony Scott n'est pas le seul non plus à réaliser comme ça, à utiliser des filtres différents, à jouer Oui. sur les couleurs, etc., etc. Après, je me disais aussi de toute façon que tout le monde a au moins un ou deux Schumacher dans ses films favoris. Tu vois, le mec a quand même fait, bon, qu'on aime ou on n'aime pas, moi je suis ultra fan de Chute Libre, j'aime beaucoup Tigerland par exemple, j'aime encore bien L'Expérience Interdite et puis même Génération Perdue. C'est quand même un mec qui a quand même traversé 2 voire 3 décennies, 3 décennies et quelques bons films. Du coup, pour moi, c'est un petit peu, tu sais, le rescapé du cinéma, un peu des d'un certain cinéma des années 80, quoi. Je trouve qu'il s'éclate pas mal, hein. Il y a pas mal donc de vues improbables, des jeux de lumière, des fils de couleurs. Il y a vraiment un rythme très très soutenu. Il y a quelques plans géniaux, hein, moi je trouve, parce que faut aussi, enfin, tu sais, il faut savoir foutre sa caméra comme ça dans une rue et puis faire monter la pression simplement avec des chants et des contre-chants. Je trouve que c'est vraiment. En plus, il y a un twist final plutôt cool vers la fin. Il y a un petit côté film indé, tu vois. Et je trouve que Ouais. ça participe même à la magie du film. Et du coup, enfin, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un truc qu'il faut avoir vu, parce qu'en plus il y a une espèce de, je vais dire une espèce de bande son d'Harry Gregson Williams, avec beaucoup de sonorités électroniques et des sons bizarres. Du coup, tout ça mélangé te donne un film vraiment haletant et puis super original, qu'il faut avoir vu, quoi. On finit là-dessus, Meryl. Il nous reste un film dans cette liste de films à voir, c'est Monsieur Schmidt, About Schmidt, un film de Alexander Payne, avec un numéro d'acteur extraordinaire, Jack Nicholson dans le rôle principal. Alors c'est un film que moi j'avais vu au cinéma à la base, que j'avais vraiment adoré. J'avais un peu zappé de ma tête, je l'avais, voilà, il traînait chez moi depuis 20 ans à peu près, et je l'ai revu pour la deuxième fois, je pense, ou peut-être la troisième. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au début. Alors on va resituer un peu, c'est un mec très banal, hein. Nicholson, pour une fois, joue un mec très banal. Il vient de prendre sa retraite. Il quitte un boulot qui a l'air chiant comme la pluie. Il se dit du coup que ça va être l'occasion de voyager avec sa femme. Ils ont acheté un camping-car. Et puis, en fait, sa femme décède quelques jours après. Et il prend le camping-car. Il part seul pour retrouver sa fille. En tout cas, pour aller voir sa fille qui habite dans un autre état des États-Unis. Et je trouve qu'un peu à l'image de la filmographie d'Alexander Payne, hein, c'est un film qui montre voilà, les rednecks, peut-être pas les rednecks, mais en tout cas les États-Unis un peu version populo, voire beauf. Et Nicholson est au milieu de ça. On dirait un mec qui ne ressent plus rien, qui est complètement amorphe, qui a l'air anesthésié par une vie où il s'est fait chier, on a l'impression, de A à Z. Et je trouve encore une fois Nicholson, comme dans tous les registres, sublime. Je le trouve vraiment extraordinaire. Je trouve que le film dure 2h05. Franchement, pourquoi avoir mis 2h05 de ça? 25 minutes en moins. J'étais totalement client, donc je trouve qu'il y a des grosses longueurs, il y a vraiment des creux dans le scénario, mais je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Meryl, je te laisse un peu en parler avant de reprendre le relais. Ouais, je vais être rapide, mais c'était ma première. Du coup, je trouve pas, moi, finalement. Il y a peut-être des ralentissements ou des longueurs, mais il y a ce qu'il faut pour les relancer à chaque fois, moi, je trouve, tu vois. Bon, Ouais, déjà, je vais commencer. Dermot Mulroney. Alors, là, c'est avec son espèce d'imitation Munet, moi, ça m'a fait tout le film, tu vois. il est La incroyable. tronche de cet acteur. Alors, c'est un acteur que je connais pas beaucoup. Je me rappelle seulement l'avoir vu dans Copycat, où il était Ouais. bien plus sérieux, hein. Mais franchement, il est vraiment très, très bon. Hope Davis aussi est vraiment, vraiment excellent dans le rôle. Bon, voilà, après, comment dire, c'est un terrain de jeu pour Jack Nicholson. C'est clair que, je sais pas si on découvre Jack Nicholson, une nouvelle facette du jeu de Jack Nicholson, parce que c'est un acteur qu'on connaît tellement maintenant. Il faut quand même se dire, reconnaître que c'est un film sur la retraite, le deuil et la solitude. Et puis bon, c'est blindé de lieux communs, hein. On regrette les gens seulement une fois qu'ils disparaissent. Voilà. Fort heureusement, le héros principal, c'est Jack Nicholson. Entre le camping-car, la scène avec la waterbed, l'acteur se retrouve dans beaucoup de situations qui sont plutôt drôles, hein. On n'est pas dans une comédie, hein, on est plutôt dans une comédie dramatique. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de passages qui font sourire. Et puis surtout après l'arrivée de la Katie Bates, la nympho, hein, tu vois, avec une ou deux bonnes scènes, et notamment celle dans le jacuzzi. Voilà, c'est pas un film incroyable, c'est plutôt classique. Après, moi, de toute façon, d'Alexander Payne, le seul truc que je connais, c'est The Descendants avec Clooney, dont je crois avoir un bon souvenir, mais je m'en rappelle plus trop. Mais en Ouais. tout cas, voilà, c'est un petit film tranquille, un film de dimanche après-midi. On est d'accord. Moi, il y a pas mal de scènes qui m'ont plu dans ce film-là, notamment, c'est au tout début du film. Je me demande même si c'est pas la première scène où on le voit, lui, dans son bureau, le dernier jour voilà, avant de partir à la retraite, à observer la pendule.
puis à se dire, bah, j'ai plus rien à foutre. Et du coup, il assiste à une espèce de cérémonie où on lui offre, je crois, une canne à pêche, enfin, vraiment les trucs américains à 2 balles. Et le lendemain, il est là à se faire chier parce qu'il a toujours bossé dans cette boîte d'assurance ou je sais pas trop quoi, une boîte qui a l'air chiante comme la pluie. Et du coup, il va voir le mec qui lui a pris qui a pris le poste à sa place, un mec plutôt jeune, et il lui dit, bah, n'hésite pas à me faire appel à moi si tu as besoin d'aide de moi pour les dossiers et tout. Et l'autre l'envoie balader, mais genre, j'en ai rien à péter. Et je me dis, ah ouais, c'est ça, quand tu quittes un boulot et que tu as passé ta vie là-dedans, bah, t'es plus considéré du tout. T'es adieu, bye bye, et prends tes affaires et casse-toi, quoi. Je trouve ça tellement dur. Enfin, il y a vraiment des scènes que je trouve assez dures qui sont montrées sous le prisme de la comédie. Mais d'ailleurs, au début du film, il parle de sa relation avec sa femme, qui est une petite bonne femme un peu classique, qui est jouée par, je vais te retrouver son nom, June Squibb. Et il dit tout ce qu'il déteste chez sa femme, notamment le fait qu'elle sorte toujours ses clés 10 minutes avant d'arriver à la voiture parce qu'elle a une obsession. Enfin, tu vois, elle a des petits tocs comme ça. Bon, voilà, je trouve qu'il y a plein de choses très bien vues. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est quand il arrive dans un espèce de camping et qu'il est approché par un couple qui est très gentil, qui lui dit bah, venez boire un coup avec nous, machin, tu vois, tout se passe bien. Et en fait, je sais pas pourquoi Nicholson, peut-être au bout de 3 bières, il est persuadé que la nana lui fait des avances, il lui saute dessus, elle lui dit mais ça va pas. Enfin, bah, il se barre en 4e vitesse avec son camping-car. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes scènes dans ce film. Et il y a un ton Alexander Payne, quoi qu'il arrive, qui sait dépeindre, on va dire, des petites gens avec voilà, des scènes qui n'ont l'air de rien, mais que des fois on monte beaucoup. J'aime beaucoup. Et la dernière idée que j'aime bien, c'est que le mec on va dire, s'émancipe un petit peu de cette vie un peu misérable en écrivant, tu sais, une pub. Il a vu ça à la télé, une pub pour l'UNICEF où en gros on leur dit devenez parrain d'un enfant en Afrique. Et donc tous les matins, il écrit à ce gosse en lui disant, en lui racontant sa vie, quoi. Et c'est comme ça qu'il arrive à réaliser un peu que bah, il a vraiment une vie assez chiante et qu'il a besoin de faire un beau geste et des dons. Donc je trouve ça très bon. En tout cas, voilà, tout passe par le prisme du regard de Nicholson et de cette façon presque éteinte de jouer tout le film. Mais en tout cas, c'est un chouette film quand même, Monsieur Schmidt. Encore une fois, moi je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Meryl, la liste des films à voir est close. On va passer tout de suite au film dont tu voulais parler, mais pas moi. Ce film vient d'un réalisateur que toi tu apprécies beaucoup, que je sais que les cinéphiles apprécient beaucoup. Moi j'ai toujours eu pas mal de réserves. C'est John McTiernan. C'est d'ailleurs son dernier film qui est sorti sur grand écran. Voilà, c'est Basic qui est sorti donc en 2003. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas tourné, John McTiernan, parce qu'il a eu enfin il a eu quelques soucis avec la justice. Alors rien de grave, mais en tout cas il a eu un espèce d'histoire de chantage avec un détective où il a fait un peu de tôle et tout ça machin. Et depuis il n'arrive pas à s'en remettre. Et des films de lui sont annoncés chaque année, mais en tout cas ça n'arrive jamais. Donc voilà, Basic est son dernier film. Alors moi, c'est un film que j'ai tenté de revoir. Meryl, j'avais vu au cinéma, je m'étais emmerdé. J'ai tenté de le revoir, je n'ai pas du tout accroché. Je trouve quand même c'est série B voire Z. Alors je sais que je vais me faire cogner dessus parce que McTiernan est adoré et vu comme un génie de la réalisation. Je t'avoue qu'hormis les Die Hard, je n'ai jamais été frappé par ce génie de la réalisation. Predator aussi a quand même des bonnes choses. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec McTiernan. Ces films ne m'emportent pas. Je m'ennuie. Et puis bon, moi j'ai un vrai problème, je pense, au fur et à mesure où la filmographie déroule avec John Travolta, que je trouve toujours trop rigolard, trop à côté, trop en conscience de lui-même. J'arrive pas à être embarqué. Je te laisse résumer l'histoire et en parler et en dire du bien. Mais si qu'il est bon, notre John Travolta, surtout c'est un gros badass. C'est l'agent Tom Hardy qui est dépêché sur une base militaire au Panama, je crois, pour faire la lumière sur la disparition d'une unité d'une force spéciale et la mort d'un colonel surtout, joué par Sam Jackson, dans une mission en pleine jungle et surtout en pleine tempête. Il y rencontre la sulfureuse mais néanmoins très professionnelle agent Osborne, campée par Connie Nielsen en Ouais. uniforme de l'armée des États-Unis d'Amérique. Mec, bon, moi déjà, les thrillers militaires, c'est un petit peu. J'aime bien, c'est un genre qui me plaît plutôt pas mal. Bon, voilà, je vais pas te dire que Basic est un film incroyable, hein, il est bien en dessous des Hommes d'honneur. Il est au-dessus du Déshonneur d'Elizabeth Campbell, que j'aime encore bien, mais qui je trouve qu'a morflé un petit peu. Et puis, enfin voilà, tu vois, j'aime encore bien À l'épreuve du feu, ce genre de film-là. C'est le retour de Mighty dans la jungle. Bon, il n'y a pas de Predator, il n'y a pas de Schwarzy. Ça se passe pour l'essentiel dans une base militaire. On a le droit à quelques jolis plans d'hélicoptère, quelques prouesses techniques pour montrer une tempête. Bon, il n'y a rien vraiment de virtuose, hein. Voilà, c'est ce qui est plus, moi je trouve, ce qui est plus intéressant et plus réussi dans le film, c'est l'ambiance base militaire. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films. Euh, J'aime bien l'histoire aussi, hein, même s'il y a quand même pas mal de confusion, hein, je le reconnais. Et puis bon, je sais pas toi, mais moi la fin m'a toujours fait tiquer. De toute façon, hein. Je trouve que ça va très très vite. Ouais, c'est le C'est moins un qu'on peu puisse facile. dire. Je peux pas te donner tort parce que le truc s'est carrément planté, hein. En France, ça a fait 300 000 entrées, donc c'est sûr que c'est pas un grand film. Mais bon, je termine sur le casting. Je trouve que moi j'aime.
à contrario de toi, moi j'aime bien cette période de Travolta et là-dedans je trouve que c'est vraiment un très très bon rôle pour lui. Bon, de toute façon, Sam Jackson est toujours parfait. Je découvrais, je pense, enfin non, il avait déjà fait le Spielberg, mais je crois, hein, mais je découvrais Giovanni Ribisi, Ouais, qui était que je dans connaissais Friends pas. aussi. Et qui était dans Friends aussi, ouais, qui jouait le frère de Phoebe, c'est ça? Non, Tout le à copain fait. de Phoebe. Et puis, moi, un acteur, bon, que j'ai vu nulle part, mais qui a une tronche, qui a peut-être dû faire des séries, qui est un acteur qui s'appelle Timothy Daly, Ouais. en espèce de gentil salopard, bon là. Et puis, c'était un ultime rôle d'Harry Connick Jr., que je trouve toujours très, très bon. Beaucoup moins déjanté que dans Copycat, mais bon, voilà. Je concède que ce soit un petit film gentil, mais dans lequel tu peux quand même voir Connie Nielsen en uniforme de l'armée des États-Unis d'Amérique, mec. En tout cas, je remarque que tu as cité déjà 2 fois Copycat dans ce podcast. C'est assez fort et tu cites très souvent Eric Connick Jr. dans quelques rôles qu'il soit. Tu l'aimes bien celui-là. Je le sens. Ouais, bah, alors, surtout que j'en connais que deux, mais Mais on l'avait vu dans Le Petit Homme, tu sais, de Jodie Foster, où oui, c'est vrai. voilà, il Mm. émancipait un peu le petit gosse en lui apprenant la musique et tout. Bon. C'est un bon acteur, moi je trouve, hein. C'est plutôt un bon Oui, acteur. il est sympathique. Il a une gueule, il a quelque chose. Ouais. En tout cas, voilà, Basic, c'était le film dont tu voulais parler. Moi, j'ai rien à en dire de particulier. C'est vrai que le genre du thriller militaire, comme tu l'as dit, Les Hommes d'honneur, bien évidemment, est tout en haut. Mais tu vois, moi, quand tu as dit À l'épreuve du feu, c'est un film que je n'aime pas du tout. Je repensais à L'Enfer du devoir avec encore Mm. Samuel Jackson et Tommy Jones. J'aime pas du tout. Enfin, ouais, c'est pas du tout un genre que j'apprécie. Et le Deux honneurs d'Elizabeth Campbell, je dirais, tu vois, qu'il a un peu moins morflé que Basic, bizarrement. Mais bon, ça reste des séries B, quoi. On va dire ça comme ça. Meryl. Je pense qu'il est temps de s'attaquer au top de l'année 2003 et au programme, il y a 10 films. C'est parti. À la 10e place de ce top 2003, donc moi je parle souvent, Meryl, tu sais, des mauvaises surprises. J'ai souvent voilà, des films que j'ai adorés. Alors peut-être pas Cypher, mais peut-être Maléfique, on fait un peu partie des films que j'ai vraiment mis assez haut et puis que je revois aujourd'hui et que j'ai beaucoup de mal. Et en fait, Autofocus, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est un film que j'avais loué à l'époque en DVD, que j'avais regardé voilà, avec intérêt, mais sans plus. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah, c'est quand même vachement bien. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Un film de Paul Schrader, un réalisateur dont on a assez peu parlé dans le podcast. On avait fait Étrange Séduction, le film qui se passait à Venise avec Christopher Walken et Rupert Everett. En tout cas, voilà, c'est un réalisateur qui est vraiment très apprécié aujourd'hui. C'est le scénariste de Scorsese, notamment pour Taxi Driver. Mais voilà, je trouve que c'est peut-être son meilleur film, Autofocus. Alors, ça parle d'une histoire vraie en plus, une histoire qui est assez bizarre. C'est le héros de la série Papa Schultz, qu'on a tous plus ou moins vu quand on était gamin sur M6, cette série qui se passait dans un camp de concentration avec voilà, des soldats américains. Et donc l'acteur qui jouait le héros s'appelait Bob Crane. Et en fait, ce type qui avait une vie vraiment bien sous tout rapport, marié, des enfants, la petite maison, rien ne dépasse, voilà, est tombé en amitié avec un type qui s'appelait John Carpenter, qui est joué par Willem Dafoe. Et donc, en fait, ce John Carpenter bosse dans on va dire, le hi-fi, la vidéo. On commençait à faire des films ensemble, des films de cul, bien évidemment. Donc, le but étant de recruter des nanas dans les bars ou dans les boîtes, de faire des films de cul avec elles. Et ce mec qui avait une vie on va dire presque idyllique dans on va dire au sens américain du terme, va devenir un mec voilà dans la coke, dans le cul, et va partir complètement en vrille. J'ai trouvé ce film vraiment très intéressant, vraiment assez glauque. C'est Greg Kinnear qui joue le rôle principal, Greg Kinnear, je sais jamais comment on dit, que je trouve qu'il est voilà un acteur auquel on pense jamais, mais à chaque fois que je le vois, je me dis il est bon ce mec-là, il est toujours il arrive à se glisser dans la peau de personnages lambda mais en faire quelque chose. Willem Dafoe dans un rôle de on va dire de doux taré, bon bah, c'est toujours parfait. Maria Bello qui joue aussi dedans, qui est toujours très bien. Rita Wilson également. Et moi j'ai trouvé que c'était un film très bien. Alors on peut lui reprocher une chose majeure, c'est-à-dire que c'est réalisé comme un téléfilm. Il n'y a pas de brio au niveau de la réalisation. Ça se passe dans les années 70. Bon, il y a une tentative, les décors, les fringues et tout ça, ça fait 13 années 70, mais je trouve que c'est le fond du film, avec vraiment cet esprit qu'on a l'impression totalement tout blanc et qui va devenir très sombre, aller plus en plus vers peut-être la folie ou en tout cas le stupre, et ça se finit en fait divers assez glauque. J'en ai assez dit pour l'histoire. Meryl, est-ce que tu l'avais déjà vu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, je l'avais jamais vu et bon, j'étais un peu étonné déjà de ce que bon, celui-là, je l'avais bien maté sans lire le sino. J'étais déjà bien un peu étonné de voir un film sur Papa Schultz, enfin ou plutôt sur Ouais. le colonel Robert Hogan. Euh, et puis moi, je t'avoue que ouais, j'ai adoré le film. J'ai même adoré le Ah, film. Ouais, ouais, bon, je suis content. Greg Kinnear, bon, moi, je sais pareil, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est un acteur que certainement que bon, alors, si, j'ai deux films avec lui. Il y a le film avec Nicholson pour le meilleur et pour le pire. Ouais, Euh, et puis il y a Little Miss Sunshine. Voilà. bien sûr.
Ouais, donc c'est deux films où je le trouve excellent. Et là, vraiment, il est. Voilà, il y a William Dafoe, mais lui, il est vraiment excellent aussi, hein. Après, en plus, ça lui va un petit peu comme un gant parce qu'il est aussi à l'aise en étant un peu charismatique, enfin charmant en tout cas, tu vois, que dans les scènes de dépravation. Tu vois, Oui. c'est un acteur qui est à l'aise. Puis bon, alors voilà, William Dafoe, de toute façon, est un acteur qu'on peut foutre un peu partout. Donc voilà, il y a l'excellent William Dafoe. Et puis voilà, le truc qui est cool aussi, c'est que tu ressens cette excitation des premiers enregistrements vidéo qui poussent vers la pornographie et puis la dépendance. Tu vois, c'est vraiment. Le film te chope un petit peu comme ça parce que tu te rends compte vite dans quoi il est en train de s'embarquer, mais tu te rends pas compte jusqu'où il va aller en fait. Et à la fin, voilà, tu as beaucoup d'empathie pour lui, même si ben voilà, c'est quand même de gros connards, il faut quand même le reconnaître, hein. Alors, et juste pour préciser, ce ne sont pas des mecs qui violent, ce sont des mecs Non, ouais. qui, voilà, qui emmènent des nanas, qui leur font un peu croire qu'elles vont avoir une carrière. Voilà, moi je suis acteur, je suis un peu connu, nanana. Enfin voilà, c'est des mecs qui profitent de la situation. Bon, c'est pas des criminels au sens judiciaire du terme, mais ça reste des salopards, ouais. Les extraits de la série rejoués sont bluffants, moi, je trouve, hein. Oui, Et tu sens que, particulièrement, l'acteur Kurt Fuller, il s'en donne vraiment à cœur jouant Colonel King. Franchement, il est vraiment excellent dans le rôle, quoi. Et puis toi, bon, est-ce que c'était une série que tu regardais quand tu étais jeune? ouais, parce que c'est une série qui passait quand passais de longs moments à l'hôpital, 2, 3 mois. Et du coup, ouais, c'est une série que j'ai regardée tous les jours pendant quelques mois. Ouais, c'est une série que je connaissais bien. Et est-ce que tu connaissais on va dire le verso de cet acteur-là qui paraissait bien sous tout rapport? Pas du tout, pas du tout. Ouais, Non seulement je connaissais pas ce verso-là, je ne savais pas en plus qu'il avait eu un petit peu cette histoire-là après le film, hein, d'ailleurs, hein. Et puis, enfin, faut quand même qu'il y a quand même une grosse anecdote pour briller en société, c'est que Bob Crane a failli être Superman. Ça, tout à c'est quand fait. même forte celle-là. Voilà, en tout cas, merci parce que ça reste quand même vraiment une excellente découverte pour moi. Bah, je suis bien content, mais moi aussi, j'ai vraiment pris comme une petite claque ce film. Je regarde, bon, j'en regarde plein, et des fois je me dis, bon, ça je vais le revoir avec plaisir, des plaisirs, peu importe, mais ça sera pas dans la sélection finale. Et ça, vraiment, je l'ai pris de plein fouet, j'ai trouvé ça excellent. Et en plus, je trouve qu'ils vont vraiment dans le. Enfin, c'est un fait divers, parce que ça reste enfin, plusieurs faits divers assemblés les uns avec les autres de la vie de ces deux mecs-là. Et on ne revient pas de où ça va, quoi. On se dit, mais non, mais ça va pas aller vers là. Il y a une espèce de d'homosexualité latente entre les deux. Voilà, on sait pas trop si ça, ils vont passer à l'acte. Il y a toujours un truc autour de ça. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes dans ce film. Je trouve que c'est un film très riche. Des fois, je dis que on peut retirer 20 minutes ou une demi-heure à des films. Là, franchement, il y a rien acheté. 1h45, ça passe tout seul. Et donc, pour finir sur la citation que les deux mecs disent tout le temps long du film, un jour sans sexe, c'est un jour perdu. Voilà, donc c'est l'addiction au sexe. L'addiction à la drogue, l'addiction à la vision de soi-même, de se voir en train d'avoir des ébats sexuels. Enfin bref, ça mélange plein de thèmes et ça mélange aussi, enfin ça parle aussi de la double vie parce que ce type-là cache totalement ces addictions-là à sa femme et tout, même s'il passe sa journée à monter des extraits parce qu'il fait du montage lui-même et donc voilà, le type devient complètement fou. Film vraiment très intéressant, autofocus de Paul Schrader et le scénario est de Robert Graysmith et de Michael Gerbosi. On passe au neuvième de ce top, Meryl. Je sais que c'est un film que tu connais, que tu aimes, tu en as parlé un petit peu en préambule tout à l'heure pour le comparer à Maléfique, c'est Haute Tension, qui est à la neuvième place, un film d'Alexandre Aja avec Philippe Naon, Maïwenn et Cécile de France, un casting improbable pour un film d'horreur. Pour c'est un film, j'ai l'impression, c'est un peu comme Fun Game, j'ai l'impression que c'est vraiment le film que tout le monde a vu. Quand on te parle de film d'horreur français, on va dire dans la mouvance des années 2000, tout le monde l'a vu, Haute Tension, et c'est vrai qu'à le revoir aujourd'hui, 20 ans après, c'est un film qui marche toujours aussi bien, je trouve. Ouais, ça marche tellement bien que j'ai dû l'arrêter et Steph a pas voulu le continuer. Tellement ça Parce la que faisait flipper. ouais, bah, c'est dommage parce que finalement, en fait, la grosse scène qui est un peu dégueu, entre guillemets, hein, c'est quand. Enfin, je le dis pas, c'est dommage, non, ça serait dommage de le dire, mais tu vois, la grosse scène du début Oui, oui, qui est bien bien sûr. faite, voilà, bon, ça l'a dégoûté, on l'a arrêté, mais bon. Enfin, voilà, oui, oui, t'as raison, hein, moi, c'est pareil, ça fait partie, tu vois, de ces films un petit peu. Alors, je les estampille rapidement Canal+, hein, parce que il y avait un putain de véritable vivier à cette époque-là, moi, sur Canal, qui mettait beaucoup de fric dans le cinéma. Voilà, je sais que c'est un film que que j'aime toujours d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment le kiff de le revoir et je l'avais pas revu en plus. Euh, Surtout quand tu sais que le truc a fait 110 000 entrées, quoi. Je ne comprends pas, moi. Il y a des fois, je me dis que les gens sont trop cons, quand même, parce que Ouais, pas là, tu vois, curieux. c'est pas un grand film, c'est sûr, mais le film, de toute façon, il le montre. Et je trouve que c'est ce qui est génial, parce que je trouve que Adja, il t'explique comment on fait, et il réussit tout. Tout ce Ouais. qu'il essaye de faire dans le film le fait. La tension, il réussit. Le gore, mais le gore un peu dégueu quand même, il le réussit carrément. Naon, bon alors, bah, tu vois, je cherchais le meilleur rôle de Naon et je crois que là, je l'ai trouvé.
même s'il dit 4 mots, hein, certainement dans le film. Bon, il en dit un Ah peu oui, plus, oui. mais il dit pas grand-chose. Mais il est génial, tu vois. Et enfin, voilà. Je trouve que c'est gore, mais c'est très réaliste. C'est bourré de tension. Alors, la mise en scène, merci. Ça fait plaisir de voir ça, tu vois. Voilà, Adja, il est pas là pour plaisanter, tu vois. C'est clair, il a pas de budget. Du coup, il tourne quoi dans les 3-4 décors maximum. Il base tout sur ses acteurs avec des gros plans et tout. Et c'est bien sanguinolent et ça marche. Franchement, ça marche. Cécile de France est géniale. Elle fait Ouais. les 45, enfin, elle fait 70% du film à elle toute seule. C'est vraiment, je la trouve vraiment incroyable. Il y a un twist final qui est génial. Franchement, on a beau répéter, voilà, c'est simple, c'est un petit film, c'est un slasher, c'est le scénario, enfin voilà, c'est un petit scénario. Moi, je trouve que le twist final est génial. Mai Wen reprend un peu le film en main et tant mieux parce qu'on la voit pas beaucoup dans le film. Et puis le dernier bon point, c'est la bande son. C'est l'autre vraie réussite du film. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, alors que je l'avais marqué pour ce film-là, mais quand t'as pas de budget mais que tu veux réussir l'ambiance, ça passe absolument par la musique. La musique, voilà, moi, ce film, c'est un vrai kiff pour moi. Alors, c'est marrant que tu dis ça, moi je suis en désaccord sur le twist final, tu vois, parce que je trouve que le film est quand même très premier degré. On l'a même pas résumé, mais en gros, c'est deux nanas qui vont passer un week-end à la campagne chez les parents de l'une des deux. Il y a un tueur complètement taré qui arrive dans la région, il rentre dans la maison, et après, s'ensuit ce qui s'ensuit, c'est-à-dire une course-poursuite, quoi, on va dire ça comme ça. Et moi, je trouve que le film est très premier degré, très brut, c'est-à-dire ça va droit au but. On est derrière cette fille-là, on a peur pour elle, le type est odieux et tout ça, machin. Et il y a ce twist. Je trouve qu'il n'apporte rien au film, et tu vois, si ça s'était fini on va dire, comme un film normal, c'est-à-dire un film crédible, j'aurais trouvé ça d'autant mieux. Mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Je suis un peu déçu, même si Mai Wen est très bien dans les scènes, on va dire, qui se passent vers le dernier tiers. Cécile de France aussi, hein, mais il y a un truc qui fonctionne pas vraiment dans cette fin. Je trouve qu'elle est un petit peu artificielle, mais tu as raison de le dire. Le casting est au top, la réal est au top. Moi, Alexandre Aja, pour le coup, c'est vraiment pas un réalisateur par la suite dont je trouve que les travaux méritent d'être signalés. Il est adoré aux États-Unis, il est adoré dans le monde entier. Moi, je le trouve un peu lambda, quoi, j'avoue, alors que Haute Tension, je trouve que c'est vraiment sa petite pépite, quoi, son petit chef-d'œuvre. Voilà, il a tout mis là-dedans. 2 millions de budget, il arrive à te faire ça avec son pote Grégory Levasseur au scénario. C'est quand même très fort. Et puis, bon, on en parle de temps en temps rarement, l'affiche. Moi, je trouve que l'affiche de Haute Tension, elle est absolument canon, quoi. C'est vraiment une affiche digne des années 70, digne de Maniac ou de ce genre d'affiche qu'on voyait dans les vidéos clubs. Enfin, il y a vraiment un visuel qui claque la gueule et je trouve que moi, là, tu vois, tu en as parlé, hein, la grosse scène de tension, on va peut-être pas la révéler dans les détails, mais je la trouve impeccable. Moi, elle me fait vraiment me chier dessus, cette scène, à partir du moment où elle entend le camion arriver, l'entrée dans la maison et tout. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment presque une maestria au niveau de la mise en scène et de la montée en tension. Donc voilà, c'est un super film de genre, c'est un super film français. Meryl, on continue dans le top avec la 8e position, un film qui a cartonné, un film que tout le monde a vu. Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can, de Tonton Spielberg, Steven Spielberg, qui ne débande pas, hein. Voilà, je sais pas à quel âge il a quand il le fait, mais il continue, il doit avoir une soixantaine d'années et il continue de faire des films qui ont vraiment de la gueule, qui sont hyper sympas, enfin hyper agréables à suivre, alléchants visuellement. Ça joue magnifiquement bien. Alors arrête-moi si tu peux, c'est l'histoire de Frank Abagnale Jr. Voilà, un petit mec qui avant je sais pas, il doit avoir à peu près, je sais pas, 18-20 ans, et il a réussi à monter des escroqueries, des faux chèques, voilà, auprès de compagnies aériennes. Et donc c'est une histoire vraie. On suit l'histoire de ce petit gars-là dont les parents sont Christopher Walken et Nathalie Baye, et il est poursuivi par un agent du FBI qui est joué par Tom Hanks. C'est un film, moi ce que j'adore avec Spielberg quand il fait ce genre de film, c'est qu'on a l'impression qu'il fait tout, mais avec une facilité pas possible. Ça se regarde de façon hyper agréable. On est pris dans l'histoire tout le long. On ne se rend même pas compte en fait du boulot qu'il y a derrière pour arriver à rendre ce résultat. C'est léché, c'est rythmé, c'est vraiment tous les détails sont là, les décors, les costumes, enfin tout est parfait. C'est du Spielberg, quoi. C'est-à-dire comment de rendre quelque chose de vraiment bosser, de vraiment profondément bosser en quelque chose d'hyper léger et d'hyper agréable à l'œil. Est-ce qu'on peut dire du mal d'arrête-moi si tu peux, Meryl? Du mal, ça va être dur. Le truc qui me plaît le plus là-dedans, parmi plein d'autres trucs, hein, bien sûr, hein, mais c'est le duo formé par Christopher Walken et Nathalie Baye. Je Ah, trouve il est que chouette, ouais. toi, Ouais. c'est un duo qui me fait, enfin, c'est un couple qui me fait quelque chose quand je le regarde. Je trouve Nathalie Baye magnifique, tellement belle, tellement gracieuse. Et puis voilà, Christopher Walken, tellement amoureux et tellement beau à voir. Et enfin voilà, on est plein d'empathie pour ce personnage qui est peu à peu dépassé par les événements, alors qu'il était un des rares GI rentrés avec une Française au pays, quoi. C'est le rôle parfait pour DiCaprio qui vole quand même un petit peu la vedette à Hanks, même si le duo est génial. Tom Hanks est génial dans ses bourdes, ça c'est clair.
c'est un film qui est assez drôle en plus, hein, tu vois. C'est peut-être même bien l'un des plus drôles, l'un des films les plus drôles de Spielberg, je pense. C'est vrai. DiCaprio, de toute façon, depuis ce podcast, mais bon, même avant, moi j'ai toujours pensé que c'était l'un des 10 meilleurs acteurs. C'est un mec que je m'aime, toi, mais je m'aime même au-dessus de Tom Cruise, moi, tu vois. Je trouve que c'est un acteur qui est parfois mal utilisé, mais depuis, alors, je sais pas, je vais dire depuis Gilbert Girl peut-être, tu vois, où je crois que c'est son premier vrai grand rôle, le truc difficile et qu'il révèle. Moi, je trouve que c'est un acteur qui m'épate. Donc là-dedans, il est parfait, hein, tu vois, il est tellement charismatique et tellement naturel. Il a 1000 vies, quoi. Il a 1000 personnages, il a 1000 situations, 1000 copines, enfin voilà. Et l'acteur se glisse dans tous les uniformes sans souci. Enfin voilà, je trouve que vraiment DiCaprio est parfait. Et puis bon, bien sûr, c'est l'histoire de Frank Abagnale, hein, c'est pour ça que je dis qu'on a un des meilleurs Spielberg. C'est le Once Upon a Time de Spielberg. Peut-être si je pouvais m'y risquer, hein, tu vois, peut-être. Tout est parfait là-dedans. Et en plus, donc tu vois, du couple, moi vraiment, qui m'émeut autant que le Eastwood Strip sur la route de Madison. Voilà, il y a le thème génial et certainement mon générique préféré du cinéma. Presque 400 millions de recettes. Et c'est vrai que DiCaprio, ce qui est fou avec cet acteur-là, c'est que là, il est assez jeune quand même dans ce film-là, mais il joue un jeune, mais il est crédible dans ses escroqueries. C'est-à-dire que ça pourrait être pas du tout crédible à le voir de l'extérieur, à se dire, mais comment les gens arrivent à se faire berner par ce mec-là? Il est tellement charmant, il est tellement vif, il a l'œil tellement pétillant qu'on a envie de se laisser prendre aussi. Il va dans les banques, on lui ouvre des comptes à tire-larigot. Enfin voilà, il pourrait piloter un avion, on y croirait. Bref, tout est crédible. C'est pour ça que le film est vraiment hyper agréable à regarder. Il y a un truc qui est marrant à signaler, c'est le casting il y a plusieurs actrices un peu débutantes voilà, qui sont dans ce film-là. Jennifer Garner, Elizabeth Banks, Ellen Pompeo notamment, et Amy Adams. Pour cette traque entre le FBI et ce petit escroc qui fout la merde partout où il passe. Mais vraiment, les parents, voilà, puis il y a une histoire de séparation entre les parents, et ça, d'ailleurs, ça déchire le cœur quand on voit arriver ce connard de James Brolin dans l'histoire. Mais en fait, c'est vraiment un gamin finalement qui fuit parce qu'il en peut plus de voir son père malheureux, il a envie de lui apporter quelque chose. Voilà, il y a vraiment deux intrigues parallèles et Spielberg mêle ça de façon avec brio, quoi. Comme on dit, le scénario est de Jeff Nathanson, mais la réelle de Spielberg, c'est toujours un plaisir, c'est un bonheur. Voilà, on dit de la palissade, mais c'est vraiment, moi, tu vois, je l'ai regardé il y a pas longtemps avec un jeune garçon qui ne l'avait pas encore vu, qui avait une dizaine d'années. Il a adoré. Donc, je me dis, c'est un film vraiment pour toutes les générations et ça fait plaisir de voir que Arrête-moi si tu peux, plus de 20 ans après, ben, ça marche toujours aussi bien. Donc voilà, ça fait plaisir. Meryl, on passe au septième. S'il y a bien vraiment une galère que je peux te faire avec ce film-là, c'est de te dire de le pitcher. C'est adaptation de Spike Jonze. Est-ce que tu te sens ou est-ce que c'est vraiment trop la tannée? Ah, Je tu peux le sais, faire si tu veux. non, non, mais je sais que tu peux le faire et tu le feras bien mieux que moi quand je l'aurais tenté de le faire et que je me serais planté. Je peux te proposer ça si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Un scénariste donc qui s'appelle Charlie Kaufman, qui est rongé par le doute parce que il doit adapter un bouquin qui s'appelle Le chasseur d'orchidées. Le voleur Chasseur d'orchidées. Le voleur d'orchidées, oui, c'est ça. Ouais. Il est bloqué dans son histoire, en fait. Et puis, il a un frère jumeau qui s'appelle Donald, ouais, c'est ça, qui en plus aggrave la situation, parce qu'il n'arrête pas de le faire chier. Et c'est totalement son contraire, c'est-à-dire que comment lui est totalement enfermé sur lui-même, il a du mal à aborder les femmes, alors que l'autre, c'est un séducteur, enfin, au moins, c'est quelqu'un qui se fait pas mal de nanas, etc. Bref. Tout ça fait qu'il se retrouve un petit peu paumé dans son histoire et que en fait un jour, enfin, je vais peut-être m'arrêter là d'ailleurs parce que je suis en train de révéler tout le film, hein. Tu crois pas, non? Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il y a une histoire parallèle avec vraiment Oui, voilà. l'autrice du livre et son histoire. À l'époque, j'avais déjà eu un petit peu de mal et aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, peut-être, il y a certes plein de choses qui m'ont plu dans ce film, hein, à commencer par Cage. Chris Cooper aussi, tu vois, qui est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve génial dans American Beauty. L'autre bon point du film, c'est Meryl Streep, hein, toujours en finesse, que je trouve magnifique dans le rôle, magnifique à l'écran. Le seul autre film de Jones que je connaisse, c'est Dans la tête de John Malkovich. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est ce que je reproche un petit peu à l'adaptation, c'est que moi, ce qui me plaisait dans ce film, c'était le côté déjanté. Ce qui n'est pas ou presque pas dans l'adaptation. Je trouve. L'histoire, c'est quand même une histoire déjantée, hein, on est bien d'accord. Le personnage de Cage est complètement un petit peu taré, hein, mais
je trouve que ça manque de fun, tu vois. En plus, je trouve que pendant tout le film, j'attendais à ce que le film m'étonne à un moment donné. Et à part me surprendre avec un accident, une scène qui est super bien faite, hein, super bien réussie d'ailleurs, voilà, j'ai fini le film un petit peu déçu, parce que bon, voilà, l'histoire est intéressante, les acteurs sont bons, là, il y a plein de choses intéressantes dans la réal de Jones, comme si la poésie avait pris le dessus, et du coup, ça m'intéresse un peu moins. Alors que dans le tête de John Malkovich, il y avait pas mal de poésie, c'était chouette, hein, c'était très, comment dire, spirituel, mais c'était surtout complètement barré, quoi. Là, il n'y a plus ce côté-là. Il y a plus que le perso de Nicolas Cage qui amène un petit peu de déjante, je trouve, au film. Je comprends ce que tu veux dire. Alors moi, tu vois, adaptation, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu au moins 3 4 fois dans ma vie, et c'est un film avec lequel j'ai une relation un peu particulière, parce que je l'avais adoré quand je l'ai vu la première fois. Je l'ai revu, je me suis dit, ouf, c'est tellement compliqué pour pas grand-chose, finalement, ça me fait chier. Et aujourd'hui, avec un regard, on va dire, plus adulte, eh ben, je trouve que c'est un film vraiment brillant, c'est-à-dire au sens, le scénario est, je trouve, brillantissime. Ça mêle plein de niveaux de réalité, ça mêle sa fiction qu'il est en train d'écrire, sa vie à lui, la vie de son frère jumeau, la vie des personnages du bouquin, la vie de l'autrice qui doit rencontrer le personnage du bouquin pour en faire un biopic. Enfin bref, je trouve qu'il y a plein de niveaux de réalité, tout s'entremêle. Quand on prend un peu de recul sur certaines scènes, on se dit putain, il a réussi à faire limite 4 niveaux de réalité en une scène. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des trucs. C'est presque un film de théoricien, quoi. J'ai l'impression de regarder ça avec un mec qui est très fort en maths et moi qui sais pas faire une soustraction à côté, qui me dit putain la vache, le mec est tellement balèze. Et vraiment, je trouve ça bluffant comme film. Moi, tu vois. Contrairement à toi, John Malkovich, je trouve qu'il y a des très bons trucs, mais ça me laisse un peu de côté, comme si j'allais voir un peu comme ce que me fait le mec dans le film, c'est-à-dire un spectacle de marionnettes. Je regarde ça de loin en me disant, ouais, bon, ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. Alors que là, adaptation, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cerveau malade. Bah, celui de Charlie Kaufman, hein, il joue son propre, enfin, en tout cas, il écrit son propre rôle, c'est-à-dire un type qui doit adapter un bouquin inadaptable et qui se prend la tête à se cogner la tête contre les murs. Comment adapter un truc où finalement, il n'y a pas de rebondissement, quoi. C'est-à-dire faire un film hollywoodien un truc sur un mec qui va essayer de trouver des orchidées dans le bayou, quoi. C'est quand même incroyable. Et voilà, donc il va tellement loin dans la mise en abîme qu'il a fait signer le scénario. Donc Charlie Kaufman, c'est lui, et Suzanne Orlean, qui est jouée par Meryl Streep. C'est-à-dire que même extra-diégétiquement, le mec est encore dans son scénario. Enfin, il va très très loin. Et on avait parlé de lui, Charlie Kaufman, pour un autre film qui est sorti bien plus tard, puisqu'il l'a réalisé, celui-là qui était Je veux juste en finir. C'est un film qui était sorti sur Netflix, I'm Thinking of Ending Things. Cette espèce de folie et cette espèce de côté mathématicien du scénario où tout se mêle, où on sait plus dans quel degré on est, si on est dans le vrai, dans le faux. Enfin, voilà, je trouve ça absolument brillant. Cage est génial. Voilà, il fait du Cage avec deux rôles, tu l'as dit. Le mec coincé, dépressif totalement, angoissé partout, et le mec complètement à l'aise avec Maggie Gyllenhaal. Voilà, c'est génial dans les doubles rôles. Tilda Swinton, qui a un petit rôle aussi qui est excellente. Meryl Streep, tu l'as dit, brillante. Chris Cooper, moi je le trouve, tu as raison, vraiment bluffant. Il s'est même fait retirer des dents pour jouer dans le film. Enfin bref, il est complètement fou. On dirait un type qui vit dans la nature, une espèce de crocodile Dundee live. Enfin, il est incroyable. Et voilà, je suis vraiment impressionné par ce film. C'est vraiment un film qui m'impressionne où je me dis, j'aimerais tellement comprendre comment les méandres de son cerveau, il a réussi à construire un scénario pareil et à faire d'une adaptation une adaptation d'adaptation. Enfin, je trouve ça assez fou. Donc voilà, je trouve ça brillant adaptation et je le conseille à tout le monde. C'est pas un film qui a cartonné à l'époque parce que je pense que c'est beaucoup trop tordu pour plaire au plus grand nombre, mais je trouve ça génial qu'il ait réussi à avoir des acteurs de la trempe de Cage ou de Strip pour faire un film aussi personnel et aussi complexe. En tout cas, voilà, moi j'adore ce film. Adaptation. On continue, Meryl, avec le sixième, le mystificateur qui s'appelle Shattered Glass en anglais. Alors c'est un film qui a priori ne doit pas me plaire parce que c'est un acteur que je trouve absolument nul dans le rôle principal. C'est Hayden Christensen qui avait joué Anakin Skywalker dans la deuxième trilogie Star Wars. C'est un acteur que je trouve vraiment ultra fade et presque fuyant dans tout ce dont je l'ai vu et j'aime pas du tout. Et là, je le trouve génial. J'adore ce rôle, j'adore ce film. C'est un film de Billy Ray. Et en fait, c'est une histoire vraie. Une fois de plus, il y a beaucoup d'histoires vraies dans ce podcast 2003 avec un journaliste voilà, qui bosse pour un magazine aux États-Unis, un magazine assez important. Et en fait, on lui demande des sujets voilà, assez compliqués, des reportages, des enquêtes et tout ça, machin. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il ramène des sujets extraordinaires. Tout le monde est bluffé par les sujets qu'il ramène, la quantité de détails, la façon d'écrire et tout.
Et je ne dévoile rien parce que quasiment tout est dans le titre, mais on va s'apercevoir que ce type est un mytho absolu et qui en fait il crée de la fiction en faisant croire qu'il a des sources, qu'il s'est rendu sur place, machin, mais il écrit tout est dans sa tête, donc on a affaire à un menteur pathologique. Et donc cette histoire vraie a été mis en scène dans le Mystificateur et je trouve, encore une fois, c'est un peu le défaut que je pourrais reprocher à Autofocus notamment, c'est que je trouve la mise en scène voilà, très factice, très téléfilm. C'est assez dommage, mais finalement, je trouve que le fond est tellement intéressant de voir ce cerveau malade de type qui s'enferme dans sa mythomanie, qui ne veut pas avouer ses trucs quand parce qu'on lui met vraiment le nez dedans en lui disant mais c'est faux. Et non, 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 il n'en démord pas. Il y a une espèce de duel qui se crée entre Hayden Christensen et Peter Sarsgaard, qui lui est persuadé de la culpabilité de ce mec-là. Il y a des seconds rôles, Chloé Sevigny, Steve Zahn, Rosario Dawson, Melanie Lynskey, voilà, Hank Azaria. Bon, voilà, je trouve que le casting est top et je trouve que c'est un film vraiment qui suit comme un thriller, alors que bon, ça se passe dans des bureaux, dans une rédaction, avec on regroupe en fait des mensonges, on essaye de le faire parler. Enfin, je trouve ça excellent. J'adore ce film. Je comprends qu'il puisse ne pas plaire parce qu'il est vraiment pas spectaculaire ou il est pas brillant, mais j'ai toujours adoré ce film, Le Mystificateur. Ouais, Tom Cruise à la prod en plus. Je Tout à sais pas fait. si c'est ça, ouais. Alors, je reprends ce que tu disais, tout est dans le titre. En France, encore une fois, hein, on a Oui, encore un jour sans fin, quoi. Les mecs ont décidé d'appeler le film Le Mystificateur, direct d'entrée, quoi. Ils te révèlent le truc, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. ouais. Il y a des procès qui se perdent. Bah, tu sais que le pire exemple avec ça, c'est Les Évadés, je pense. C'est pas mieux, hein. Bah oui, oui, exactement. Ouais. Bah, un jour sans Mm. fin, c'est pas mal aussi. Mais oui, les DVD, Ouais, 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 on pourrait en trouver d'autres, hein. ouais, C'est ouais. évident. Tu le vois venir, hein, mais je trouve que le film joue vachement bien avec ça, avec la crédulité du spectateur. Alors, tu commences avec un film, le film qui s'appelle Le Mystificateur, c'est n'importe quoi. Billy Ray, bon, alors moi, c'était un nom qui était inconnu pour moi, mais c'est quand même quelqu'un de connu, hein, parce que c'est Oui, oui, pas des films dont moi je suis super fan, mais Color of Night, Jeu de pouvoir, Hunger Games, Captain Phillips. Et puis, il a bossé sur Richard Jewell aussi, d'Eastwood, en fait. tout à fait. Ouais, ouais. C'est Donc un voilà. scénariste plus qu'un réalisateur, ouais. Ouais. Oui, ouais, ouais. Eh ben, alors, c'était ma phrase suivante. Un scénariste, donc plutôt un scénariste plutôt qu'un réalisateur. Moi, je trouve que le film est superbe. Toi, il est super bien réalisé, il est impeccable. Alors, je vais dire pareil, mais moi, j'aime bien aussi ce genre de films qu'ils ont dans les rédactions des journaux, etc. Et moi, je trouve que le truc ne démérite pas quand il te montre les réunions, les corrections et les recorrections des articles qui passent dans je ne sais pas combien de mains. Enfin bref, le film réussit ça sans souci. Après, je suis aussi un petit peu comme toi, Hayden Christensen. Moi, c'est pas un mec que je connais, j'ai jamais vu Star Wars, en tout cas les siens. Mais bon, voilà, c'est pas un acteur qui m'aurait trop attiré. Je le trouve tout simplement moi génial. Ouais, ouais. Tu vois, là, en gros, une espèce de gamin en cravate, brillant au début et puis tellement désabusé à la fin. Moi, je le trouve vraiment génial. Après, il faut quand même dire qu'il y a aussi Peter Sarsgaard là-dedans. Parce que lui, tu vois, alors c'est un acteur, moi je trouve qu'il a un flegme naturel. Oui, Et du coup, ça colle super bien parce que faut dire ce qui est, il se laisse traîner dans la purée pendant une paire de temps, quoi. Et il met. Enfin voilà, c'est tant mieux, hein, d'ailleurs. Voilà, l'histoire se révèle au fur et à mesure. Mais moi, c'est un acteur que je connaissais pas trop. Je crois que le seul truc que j'ai vu, ça doit être Flyplane, dans lequel il est bien, hein, mais il joue le rôle du méchant, quoi. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un super bon rôle pour lui, quoi. Et le duo fonctionne super bien. ouais. Et puis, bon, bah, je termine en vitesse, mais moi, je trouve que c'est plutôt passionnant, tu vois, parce que Ah, c'est le, le, passionnant, ouais. le film ne s'engorge pas d'histoires secondaires inutiles. Euh, en plus, il a comme background, on peut le dire, le début de la numérisation du journalisme, hein. C'est même comme ça que le héros a réussi à avoir un petit peu tout le monde, parce que tu sens bien qu'à la rédaction, à un moment, il y a un mec qui dit, mais on peut créer un site internet, c'est possible ça, ou on peut créer une boîte mail, tu vois. Donc, ça montre bien qu'à l'époque, ils connaissent pas encore grand-chose. C'est le film qui a tout pour me plaire. En plus, le rêve américain et le professionnalisme, soi-disant, on prennent quand même un sacré coup dans la tronche. Et il y a même un foutu happy end à la fin. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon film, voire même un très très bon film. Ah bah, je suis d'accord, je suis content que ça t'ait plu. C'était ta première vision, du coup. Moi, totalement. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le côté gamin en cravate, parce que je trouve c'est exactement ça. C'est-à-dire, presque des ados qui sortent de la fac ou de l'école de journalisme, qu'on confronte entre eux dans une salle de rédaction avec le rédacteur en chef, les journalistes et tout. Et tout le monde est un peu, enfin, tu vois, j'ai l'impression que les costumes, ils sont un peu trop grands pour eux, quoi. Donc, tout le monde veut péter tellement plus haut que son cul, à être le meilleur, avoir le Pulitzer, avoir des trucs comme ça que, eh ben, ça mène à des dérives comme ce qui arrive dans le film. Alors, moi, ce que je trouve passionnant dans ce film-là aussi, c'est que ça parle c'est presque traité comme un fait divers criminel, tu vois. C'est-à-dire que le type fait du faux et usage de faux,
mais finalement, bon, il tue personne, hein, tu vois, il viole personne, il tue personne, mais c'est vrai que on suit une enquête, on est passionné en fait de savoir est-ce que ce mec-là a vraiment fait ça. Il y a toute cette scène, tu sais, autour de la convention du jeu vidéo là, où ils doivent remonter, Ouais. qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-dedans et tout ça. Je trouve ça passionnant. Bref, c'est vraiment très bien écrit, très bien monté, très bien réalisé. Bon, encore une fois, je trouve que l'image est un peu plate, on va dire, pour un film de cinéma, mais bon, c'est pas très grave puisque le décorum est presque, il est tellement habituel, on va dire que voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses dans ce scénario-là. Mais ouais, je suis content que ça t'ait plu. Moi, je trouve aussi que c'est un film. Je trouve que le bon mot, c'est passionnant. Ouais. C'est un film Ouais. qui te chope dès le début et il te lâche plus jusqu'à la fin. Tout en sachant qu'en plus, le héros a fini son droit, parce que dans le film, il faisait son droit, et le héros a fini son droit, est devenu avocat, et il écrit un roman sur son histoire à cette Eh époque-là. ouais, Donc, le vrai American Way of Life, quoi. Parfait. exactement. Le mec qui a su se relever de tout, ouais, c'est assez incroyable. Voilà, donc le mystificateur, Shattered Glass, le titre quand même original est bien mieux. Mais bon, en tout cas, il se trouve en France sous le titre Le Mystificateur. Meryl, on va passer à la 5e place. On entre donc dans le top 5 Meryl de cette année 2003 avec le film Loin du paradis, Far From Heaven, un film de Todd Haynes. Alors Todd Haynes, c'est un réalisateur dont on n'a pas encore parlé dans le podcast si mes souvenirs sont bons. Moi, c'était plutôt un mec dont voilà, j'étais pas très attiré par les films. Je les ai tous vus, mais sans attirance aucune. J'ai vu ce film au cinéma à l'époque, Loin du paradis, qui m'avait laissé plutôt un bon souvenir. Et là, en le revoyant, j'avoue que j'ai pris vraiment l'une des claques de 2003, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à adorer à ce point ce film, que j'ai trouvé absolument brillant dans tous les domaines, c'est-à-dire au niveau de l'image, au niveau du jeu, au niveau des thématiques, au niveau du scénario, la réalisation, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Ça se passe dans les années 50. C'est un film qui, j'allais dire, qui parodie, pas du tout, ça parodie pas, mais qui rend hommage au film de Douglas Sirk, qui était un peu le spécialiste américain du mélodrame. Alors le mélodrame, c'est voilà, c'est faire des sentiments trop gros, des histoires d'amour, voilà, qui emmènent dans les larmes, dans la passion. Voilà, ça traite de tout ça. Et là, donc, c'est une femme mariée qui est jouée par Julianne Moore avec Dennis Quaid. C'est vraiment la vie dans les années 50, un peu comme on disait tout à l'heure pour Autofocus, la vie très rangée, la petite maison, le couple, les enfants. Et en fait, la crise monte dans ce couple a priori parfait, puisque il y a un monsieur qui est noir, qui habite à côté, qui est joué par Dennis Haysbert. Julianne Moore commence à fréquenter cet homme noir dans une période de racisme total aux États-Unis, donc c'est très mal vu par son entourage qui commence à la lâcher. Et de l'autre côté, Dennis Quaid, lui, commence à fréquenter des bars un petit peu interlopes, où il fait la connaissance d'hommes le soir, voilà, où il se passe des choses sexuelles avec les hommes. Donc en gros, ce sont deux personnes ultra classiques, ultra dans le modèle américain des années 50, qui vont franchir totalement les barrières, c'est-à-dire aller contre le racisme et aller contre l'homophobie à l'époque en vigueur. Et moi, c'est un film qui m'a bouleversé. J'ai trouvé ça vraiment brillant de A à Z. Je trouve que tout fonctionne. Et déjà, je voulais mettre l'accent sur la photo qui est signée par Ed Lashman. Je trouve que le film est d'une beauté visuelle. Vraiment, c'est un régal, c'est un tableau à chaque plan. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et je trouve que tout fonctionne dans ce film. Et je vais pas tout te déterrer. Je te laisse un peu dire ton avis avant. Ouais, bah, j'ai adoré aussi. Moi, Ah, j'ai même été un peu impressionné par ce film. Ça parle de quelque chose qui est pas facile, hein. De toute façon, ça rappelle aux États-Unis qui sont passés par là déjà. On passe nous aussi par là en regardant le film. Tu vois, tu ressens, c'est tellement bien joué que tu ressens soit la gêne, soit cette espèce de haine de groupe. Enfin voilà, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ce que je veux simplement dire, c'est que nous, de cette période-là, alors je vais prendre des raccourcis, mais on garde quoi? Rosa Parks peut-être, et puis peut-être voilà, l'assassinat du révérend. Mais sinon, voilà, c'est pas vraiment une période dont on parle trop souvent. C'est un film qui fait aussi beaucoup penser à la couleur des sentiments, ouais, que moi, j'ai pas apprécié, mais avec beaucoup plus d'humour. Ici, il n'y a rien vraiment de drôle. Déjà, je trouve que c'est un très grand rôle et une très belle, très, très grande interprétation de Julianne Moore. Mais je remercie le film d'avoir donné un rôle comme ça à Dennis Quaid. Parce que moi, ah oui. c'est un acteur que j'adore et c'est pas que c'est un acteur qui a été mis de côté, mais je trouve que c'est vraiment un super acteur qui est parfois mal utilisé quand même. Et puis il y a une autre actrice aussi que j'adore, moi, là-dedans, qui ne démérite pas, qui est géniale, c'est Patricia Clarkson, Génial. qui joue le rôle de la meilleure amie de Julianne Moore, enfin voilà, elle est super. Je vais pas trop m'étendre parce que c'est exactement le genre de film dont tu parleras mieux que moi. Je peux simplement dire que les deux grands sujets du film, c'est l'homophobie, bien sûr, et surtout l'homophobie à une période comme ça. L'homosexualité, c'est traité comme une maladie, hein. Il y a d'ailleurs cette phrase du personnage de Quaid qui dit quand il est chez le médecin, je vais pas laisser cette chose détruire ma vie Ouais. et détruire la vie, tu vois. Donc, c'est un personnage de la part de Dennis Quaid, c'est un personnage vraiment très difficile à interpréter
plein de malaise, plein de controverses à l'intérieur dans cette Amérique-là, très conservatrice. Et puis bon, voilà, ça donne aussi un très très bon rôle à Denis Esberg. Alors, Denis Esberg, c'est comme ça que ça Ouais, se dit, Esbert? Icebert. Iceberg, ouais. Voilà, moi, voilà, ça fait plaisir parce que bon, il a un rôle qui dure un peu plus de 5 minutes et il meurt pas mitraillé au volant d'une voiture. C'est pas un acteur que j'ai trop vu, mais là-dedans, il est parfait, quoi. Comme on dit, il fait le boulot. La réalisation, voilà, je termine en vitesse, tu en parleras mieux que moi, mais ouais, c'est impeccable. C'est une véritable plongée dans le, comment dire, dans le monde de la ménagère idéale vendue par, c'était quoi? C'était Cosmopolitan qu'elle visait, je Ouais. crois. Je souligne quand même quelques très jolis plans sur le visage de Julianne Moore de la part de Todd Haynes. Franchement, il y a vraiment de très très beaux plans là-dedans qui sont. Tu es intrigué, tu es parfois un peu dégoûté, et souvent très empathique quand même, il faut le dire. Aussi à cause et grâce à la somptueuse musique symphonique d'Albert Bernstein, omniprésente dans le film, et c'est tant mieux parce que toutes les émotions en dehors de l'interprétation des acteurs viennent de la musique. Bah, ce qui est fou, encore une fois, tu l'as dit, c'est que le film met mal à l'aise parce qu'on se rend compte en fait de la bêtise que pouvaient avoir les gens à cette époque-là, c'est-à-dire avoir totalement peur de l'autre avec un majuscule, quoi, avoir peur des personnes qui n'étaient pas de leur couleur, des personnes qui n'étaient pas de leur sexualité. Tout ça leur fait tellement peur qu'ils les rejettent. Et Julianne Moore et Denis Quaid, qui ont un rôle un peu prépondérant dans leur petite société, dans leur petite ville où ils sont dans le Connecticut, deviennent bannis, mis au bord de la société parce qu'ils vont justement vers l'autre, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et je trouve que le film est très fin, alors que ça aurait pu être vraiment un truc un peu gros sabot pour montrer voilà, des faits de société qu'on ne veut plus voir, mais en tout cas qui ont existé. Et je trouve ça très fin et, comme tu l'as dit, très subtil. Ça arrive crescendo dans le film, les émotions affleurent, et puis on est touché, quoi. On est ému par les relations qu'ont ces personnages-là entre eux. Et je trouve également que, tu vois, Denis Quaid, moi, contrairement à toi, c'est pas un acteur que j'adore. Je trouve que c'est un acteur assez limité. Et je trouve que dans ce film-là, il est bluffant parce que on dirait un peu le résumé de sa carrière, c'est-à-dire un mec qui doit paraître très viril, et puis en fait, on a l'impression que c'est un mec complètement cassé de l'intérieur. Et je trouve que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, j'ai regardé un peu en amont de ce podcast, parce que comme j'ai été très surpris par ce film, j'ai fait un peu des recherches. Et du coup, le directeur de la photo, Edward Lachman, lui, il a pris en fait les mêmes caméras, les mêmes filtres pour que les films des années 50 pour tourner ce film, d'où cette image d'une beauté absolue. Moi, c'est un film que j'ai immédiatement acheté en Blu-ray tellement je trouve le film sublime. C'est peut-être moi dans ma tête malade, mais le film s'appelle Far From Heaven. Et tu sais, mon film préféré, c'est Mystery Train, où le premier segment s'appelait Far From Yokohama. Alors, il n'y a pas de ressemblance entre les deux films, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout, mais je me suis dit, c'est quand même marrant que les deux noms soient un peu miroirs. Et en fait, à la fin du film, il y a une scène que je ne vais pas révéler entre Julianne Moore et Denis Icebert. Ils parlent dans un jardin, et on entend un train passer au loin avec vraiment le même son que Mystery Train. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un hommage, peut-être qu'ils se connaissent, Todd Haynes et Jarmusch, et qu'ils se sont fait un clin d'œil par film interposé. Enfin voilà, j'aime à le croire en tout cas, mais j'ai vraiment été fou de ce film. Je suis tombé un peu dans la renverse en me disant, mais comment ça se fait que j'avais pu passer un petit peu à côté, parce que j'avais bien aimé à l'époque, mais j'avais pas été non plus bouleversé. Je pense qu'aussi en vieillissant, en grandissant, on prend ce film vraiment dans la gueule. Et je suis très content que ça t'ait plu, parce que tu vois, bah là, comme pour Autofocus tout à l'heure, comme pour Adaptation, Adaptation un peu moins, mais comme pour Le Mystificateur, je suis content que ces films-là te plaisent, parce que tu vois, c'est un peu des découvertes qu'on fait en parallèle, quoi, finalement. Oui, oui, puis en plus, c'est pas. Alors, je vais pas dire que c'est pas des films vers lesquels je serais allé, hein, parce que j'aime bien tout regarder malgré tout, hein, sauf John Waters. Mais par contre, ouais, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on appelle une découverte, quoi, agréablement surpris. Mais le film d'avant aussi, hein, de toute façon, c'était une bonne sélection, hein. J'étais en train d'y penser. C'était vraiment une sélection où on est d'accord tous les deux, quand même, je pense. Ah ben, j'espère que ça va continuer avec le numéro 4, qui est un film, là, pour le coup, je pense que tu l'avais vu déjà en amont, un film de Ridley Scott qui s'appelle Les Associés. Encore une fois, un titre français qui sort de nulle part, parce que le titre original est Matchstick Men. C'est encore avec Nicolas Cage. Quelle année, quand même. Moi, je trouve que dans la même année, il fait deux rôles, pour moi, parmi mes rôles préférés de sa filmographie. Et donc, Ridley Scott, qui est pas un réalisateur que j'adore, mais Les Associés fait partie du diptyque de films que je trouve chef-d'œuvre de lui, c'est-à-dire Thelma et Louise et Les Associés. Et en fait, Les Associés, je l'ai revu. Et j'ai repris, pas une claque, parce que c'est un film que je connais bien, que j'ai vu quand même pas mal de fois dans ma vie, mais je me suis dit, le mélange de comédie, de drame, d'enquête policière, tout fonctionne, quoi. Je trouve que c'est vraiment un petit miracle, ce film-là, parce que je trouve que tout s'imbrique
parfaitement. Je vais le résumer rapidement. Deux escrocs, Sam Rockwell et Nicolas Cage, qui montent des petites combines sans arrêt. Ils sont persuadés d'avoir, en gros, l'arnaque du siècle qui arrive devant eux, mais ils ont besoin en tout cas, voilà, ils ont peut-être le coup de leur carrière à faire avant de raccrocher. Et à ce moment-là, en fait, en parallèle, Nicolas Cage fait la connaissance de sa fille adolescente de 15 ans qui arrive dans sa vie, qui est jouée par l'excellente Alison Lohman, que je trouve vraiment géniale dans ce film. Et du coup, il va devoir gérer cette carrière de d'escroc. En plus, on ne l'a pas dit, mais il a des tocs. Donc, il est obnubilé par le ménage, la propreté. Il est obligé de refermer sa porte 15 fois. Donc, c'est un mec qui a la tête en ébullition sans arrêt. Et là, il doit gérer le truc de sa carrière avec l'arrivée d'une jeune fille qui n'était pas du tout prévue puisqu'il ne la connaissait pas auparavant. Je trouve que voilà, le film est encore une fois un petit miracle. Tout fonctionne. C'est ultra touchant. Je trouve que la relation entre Nicolas Cage et Alison Lohman est ultra touchante. La relation entre Sam Rockwell et Nicolas Cage est très drôle. Enfin, c'est vraiment deux gars c'est un peu des tocards, quoi. Mais bon, des tocards qui essayent de faire des coups un peu fumants et je trouve ça génial. Je trouve qu'il y a plein de rebondissements de scénario. On va rien en révéler, mais il y a des twists à la fin, ça s'accumule. Bref, j'adore ce film. Je suis vraiment touché par les associés et j'en reviens pas que Ridley Scott, en fait, qui est un réalisateur de grands spectacles et de films à grande ampleur, Gladiator et j'en passe et des meilleurs. Pour moi, ces deux plus grands films, ce sont des tout petits films. Je parle budgétairement et même dans ce que ça veut dépeindre. Et finalement, je me dis, il est peut-être passé à côté d'une carrière de cinéaste minimaliste, finalement, et même s'il a été vers le spectacle avec succès, hein, Alien et tout ça. Mais voilà, je trouve qu'il a vraiment quelque chose pour diriger les acteurs, pour attraper des situations qu'on pourrait juger un peu anodines et qu'il en fait quelque chose de très bien. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment, oui, encore un très grand rôle pour Nicolas Cage. Le film est bien et en plus, il est rythmé par Frank Sinatra et Nina Rota. Ça lui confère une certaine classe, moi, je trouve. Ouais. Alors, je trouve que Rockwell est un petit peu. C'est un acteur que j'adore. Moi, Rockwell est un petit peu en retrait quand même. Bon, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est un boulevard pour Nicolas Cage. Et puis, ouais, de toute façon, que veux-tu que je dise? Alison Lohman est craquante, parfaite dans le mensonge et dans l'arnaque. Voilà. Moi, je trouve que ici, Scott réussit à peu près tout. Moi, c'est un réalisateur dont je suis fan. Je trouve que tout est bien, mais j'ai du mal à me dire que c'est un film de Ridley Scott finalement, parce que j'ai du mal à y trouver du Ridley Scott en fait. Ah, c'est Mais sûr. le film est bon, hein, la réalisation est super. Il y a vraiment des chouettes scènes. Enfin voilà, c'est bien. Mais bon, c'est la réflexion que je me faisais quoi. Mais voilà, oui, oui. De toute façon, on en a déjà parlé de ce film. C'est un de nos chouchous. On pourrait presque dire une comédie d'arnaque. Enfin voilà, ça, on pourrait le définir un peu comme ça. Même les scènes d'arnaque, justement, sont géniales. Il y a vraiment tout un jeu autour de ça. Enfin, j'adore ce film. Et il y a une scène, moi, tu sais, j'aime bien parler des fois de scènes comme ça piochées chez les acteurs. Il y a une scène qui intervient relativement au début du film quand il fait la rencontre de sa fille, Nicolas Cage. Ils sont dans la voiture tous les deux. Et puis lui, c'est un mec vraiment qui a pas du tout envie comment dire, de devenir père, quoi. Voilà, c'est pas du tout dans ses plans. Et en fait, il est quand même attendri parce que c'est une gamine attendrissante. Elle lui fait un petit bisou sur la joue, elle repart. Il a une gueule à ce moment-là. On a l'impression qu'il vient de découvrir le terme de sentiment, quoi. Je trouve qu'il est absolument bouleversant dans tu vois cette scène? Oui, oui, bah attention, faut quand même dire un truc, c'est que Nicolas Cage qui rigole, c'est spécial, hein. Enfin, qui sourit. Nicolas Cage qui sourit, c'est spécial quand même. C'est sûr. C'est quand même un film qui a réussi le pari d'être un film, voilà, un film d'arnaque, un film sur la famille, un film sur le mensonge. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein d'éléments. Ça aurait pu partir complètement en vrille, le scénario d'Eric Garcia, Nicolas Griffin et Ted Griffin, mais Ridley Scott, on a fait quelque chose de très bien et je trouve il a bien fait de prendre au sérieux ce film-là parce que pour moi c'est vraiment l'un de ses deux meilleurs films. Bon, c'est un film qui a pas trop marché, ça a coûté 60 millions. Enfin, faut me dire où ils sont les 60 millions parce que c'est quand même pas un film qui te montre des décors ou des effets spéciaux de dingue. Mais bon, c'était la grande époque où Nicolas Cage empochait le pognon, mais vu qu'il est à fond dans tous ses rôles, c'est un plaisir et c'est vraiment un régal de jeu d'acteur. Les associés, moi, ça me régale intégralement. Meryl, on arrive dans le top 3. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai mis du Ridley Scott, j'ai mis du Todd Haynes, j'ai mis du Spike Jonze, du Spielberg et on arrive au top 3 avec un film de Laurent Baffy. Les clés de bagnole, moi voilà, ça fait partie de mes petites pépites perso. C'est un film que j'ai dû voir, mais je pense au bas mot 15 fois. Je suis fou de ce film. Alors, tout le monde se rappelle, bien évidemment, de la campagne de pub à l'époque quand le film est sorti avec l'affiche N'y allez pas, c'est une merde. Les gens ont cru au slogan parce que personne n'y allait, ça a été un bide. Et Baffy a dû rembourser les dettes accumulées avec ce film parce qu'il a tout produit lui-même pendant des années, donc il s'en est répandu dans les médias. Mais moi, je trouve que c'est un film génial. Ce qui est marrant, c'est que ça a une étiquette sur certains trucs de navet et ça a une étiquette de film culte pour d'autres gens. Donc moi, j'ai souvent entendu dire des gens me dire ah c'est un film culte, j'adore, je l'ai vu 1000 fois et tout, et d'autres gens qui m'ont dit ah c'est une merde, c'est nul à chier machin. Mais moi, je me situe vraiment dans la catégorie film culte. C'est un film que j'adore, dont je ne me lâche jamais. Je trouve que le film est ultra malin parce que c'est un film, on va rappeler le postulat, c'est Baffy avec Daniel Russo qui joue leur propre rôle.
Buffy a perdu ses clés de bagnole alors qu'elles étaient dans sa poche et ils partent à la recherche des clés de bagnole et pendant ce temps-là, ils écrivent un film, quoi. C'est un peu ça, c'est une espèce de mise en abîme également parce qu'il y a plein de scènes ultra farfelues, il y a un casting de malades. Je pense qu'il y a tout le cinéma français qui défile dans ce film et je trouve que les espèces de mise en abîme sur le cinéma, sur le rôle justement des acteurs, des répliques, de comment faire un rebondissement et tout, c'est brillant. Et moi, voilà, je suis fou de ce film, je le trouve déjà ultra drôle. Je suis très client de Laurent Baffy dans la vie, vraiment, c'est un mec que j'adore. Mais je trouve qu'il a réalisé une pépite. Il en a jamais réalisé depuis, ça fait 20 ans. Quel dommage, parce que je pense qu'il a vraiment quelque chose à apporter au cinéma. Meryl. Bah, la deuxième vision est bien mieux que la première, parce que je sais que moi j'étais carrément passé à côté à l'époque, même si comme toi j'ai toujours été très client de Buffy. Mais la deuxième vision, bah écoute, limite même je crierais presque au chef-d'œuvre. Tu vois, Ah moi bah oui, je suis c'est d'accord. c'est incroyable, c'est tellement un truc unique en son genre. Déjà, il choisit Daniel Rousseau, que moi c'est un acteur que j'adore, c'est un acteur que j'adore s'énerver et se marrer déjà. Et puis en plus, c'est quand même le film se passe tantôt soit avec Ethel, soit John Travolta dans la tête. Donc déjà, c'est à vous faire, mais je trouve que ça a une influence quand même sur le spectateur que tu es. Et puis après, bon, Baffy commence son film par montrer tous ceux qui ont refusé de le faire pendant 15 minutes. C'est génial, L'idée de tout génie. simplement. C'est vraiment, c'est génial. Et Mm. c'est ce que je l'ai pas dit, mais je trouve qu'il y a du génie dans ce film. C'est Ah oui, oui. au-delà d'être super original et surprenant en plus, hein, c'est tout bonnement incroyable. J'en ai pas noté plein, je vais pas faire très long parce que on pourrait en parler franchement pendant 1 heure de ce film. Mais voilà. Bon, j'ai noté deux, trois trucs qui m'ont fait pleurer de rire. Genre, tu sais, quand c'est Chabat qui est dans une animalerie et qu'il fait bingo, cache tes yeux avec tes papates. Et que tu vois le chien qui fait, c'est n'importe quoi. Là, je crierais au génie pour le coup des ding-dong comme ça, le bruitage. Mais je trouve ça mais totalement génial, quoi. Tu vois, c'est enfin, une trouvaille vraiment incroyable, quoi. Calabrian, vieux prof, plein de moments comme ça où tu souris de réel plaisir de ce que tu vois à l'écran, tu vois. Après, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est dommage parce que l'insuccès du truc a poussé un peu Baffy loin des caméras, alors que bon, c'est quelqu'un qui a quand même du succès, notamment avec Daniel Rousseau au théâtre, même beaucoup de succès, hein, je crois d'ailleurs. J'ai jamais vu Oui, ses pièces oui. moi, mais bref. Mais c'est dommage parce que, enfin voilà, limite, il a créé un genre et j'aurais aimé voir les Quai de bagnole numéro 2, tu vois. Des tas de bonnes idées de mise en scène, des tas de gags pas vus ailleurs, auxquels tu te dis, mais putain, mais comment il a pu penser à ça? En plus, il y a des vrais hommages au cinéma. Franchement, ce film, c'est un régal. Tu vois, c'est vraiment un régal. Je comprends même pas comment j'ai pu faire pour passer à côté, moi, à l'époque. Alors, je terminerai juste en vitesse sur deux trucs. Donc, si on en croit le plan du début avec Farrugia quand il refuse le film, en fait, Farrugia, dans son bureau, un poster de Citizen Kane avec lui dessus. Oui, T'as pas vu ça? exactement. Oui, bien sûr. Putain. Donc j'ai trouvé ça trop marrant. Et puis bon voilà, je termine juste sur une petite citation de Baffy qui disait qu'il préfère faire un film bien qu'on redécouvrira dans 20 ans plutôt qu'une merde qui fait 2 millions d'entrées, mais dont il aurait eu honte toute sa vie. Et bah, Paris réussi. Je vais mettre l'accent sur deux scènes que j'adore. C'est la scène où ils se disent qu'ils vont mettre Depardieu dans le film parce que c'est trop con, ils peuvent l'avoir quand même. Et donc, ils lui font jouer un rôle de charcutier où la seule réplique de Depardieu, c'est de dire et avec ceci. Moi, là, voilà, ça me fait délirer. Où Rousseau lui dit bah, attends, t'as Depardieu, tu lui fais jouer cette merde. Et il dit bah ouais, mais c'est bien, le principal, c'est de l'avoir au générique. Bon, moi, ça, je trouve ça vraiment un truc génial. Et l'autre, c'est quand Daniel Russo veut absolument une scène de cul avec une actrice et l'autre lui fait jouer des bisous, de la séduction. Et Russo dit, mais moi, tout ce que je veux, c'est balancer la purée. Voilà, moi, c'est vraiment du Russo dans le texte. Ça me faisait repenser à Ne sentez pas les deux d'Élise, elle vient de se gratter le cul. Il y a que lui qui Exactement. peut dire des trucs aussi grossiers, mais aussi drôles. Bref, je suis fou de ce film. C'est vraiment un film à voir parce que je trouve que ça sert trop à rien d'en parler de ce film parce qu'en fait, c'est tellement absurde et c'est tellement surprenant dans tous les gags et tout que, voilà, voyez-le. C'est de rigolade. Franchement, moi, je me rappelle encore, tu vois, d'être allé le voir avec deux copains au cinéma à l'époque à Nancy. Et j'ai un copain qui est parti tellement il riait, donc il est parti au chiottes. Donc c'est quand même assez rare pour être signalé. Donc voilà, moi c'est un film, une de mes comédies préférées. Je suis fou de ce film et bravo Laurent Baffy, t'aurais peut-être réalisé qu'un film, mais en tout cas t'aurais réalisé un petit chef-d'œuvre. Donc bravo à toi. On passe au deuxième, Meryl. Alors là, on était dans la réalisation presque téléfilm avec les clés de bagnole, mais là on arrive voilà dans un masterpiece, un mec qui sait réaliser comme personne. C'est un peu notre chouchou du podcast, hein, on le dit à chaque fois. C'est Quentin Tarantino avec le premier volet de Kill Bill, puisque le deuxième est sorti en 2004, on en parlera dans le prochain podcast. Là, on va parler que du premier volet. Kill Bill, qui est moi, bizarrement, est des Tarantino que j'aime le moins, mais ça reste quand même un film que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que il me touche moins qu'un Jackie Brown, il me touche moins qu'un Once Upon a Time in Hollywood, mais je trouve que c'est d'une telle maestria, je trouve que il arrive tellement à créer des figures de cinéma en un plan, en une scène,
Cette Uma Thurman en habit jaune, ce sabre, cette baston avec 88 mecs dans un bar. Enfin bref, je trouve que ces scènes cultes sur scène culte, c'est absolument incroyable. Alors tout le monde sait de quoi parle Kill Bill, hein. C'est la mariée qui est jouée par Uma Thurman qui se fait abattre pendant son mariage. Elle part à la recherche de Bill, qui est le patron, et elle va assassiner tous les tueurs de Bill, qui sont notamment joués par Michael Madsen, Lucy Liu, qui vraiment enchaîne deux films dans ce podcast, Daryl Hannah, et puis Vivica Fox, qui joue à la toute première scène. Je trouve que c'est visuellement déjà extraordinaire. Ne serait-ce que, tu vois, en le revoyant, là, je me suis dit, ne serait-ce que ce plan de l'avion qui arrive au Japon, on a l'impression que l'avion va se poser dans la ville. Enfin, je trouve qu'il a des fois des idées comme ça, enfin, même tout le temps, hein, des idées extraordinaires. Tout est beau, tout est brillant. On a envie de suivre le truc. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire pour les gens qui n'ont pas encore vu Kill Bill. Il y en a plein. Au-delà de la BO, au-delà de la réalisation, au-delà des acteurs, c'est que c'est un des rares films qui est sorti en 2 volets. Et moi, je me rappelle encore de la fin du premier volet au cinéma. Tu te disais, mais je paierais 1 million pour voir la suite tout de suite, quoi. C'est-à-dire que c'est un type qui arrive à te choper, à t'amener dans son monde, et en fait, t'as plus envie de voir que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Moi, on était tous obnubilés par le volume 2 de Kill Bill. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait quand même quelques mois entre la sortie des deux. C'était une époque où Internet était bon, déjà présent, mais il n'y avait pas les réseaux pour se rabâcher les bandes annonces et tout. Donc, tu étais vraiment en attente d'eux. Comment passer à côté? Je ne l'ai pas mis premier, mais encore une fois, parce que le premier de ce top me touche plus. Mais Kill Bill, c'est une maestria extraordinaire. Ouais, moi à l'époque, j'étais ultra fan de Tarantino déjà, hein, parce que Pulp Fiction, parce que tout ça, mais j'avais pas la hype pour Kill Bill, parce que même si à 12 ans j'avais eu un passage Menahem, Canon, Michael Dudikoff, American Ninja, ça avait duré 6 à 8 mois, tu vois. Du coup, j'étais pas allé le voir ni en salle, et j'ai même tardé à le voir carrément, hein. Et je sais maintenant que c'est une grosse erreur, parce que pour moi, en fait, c'est le moment où Tarantino décide que à partir du maintenant, quel que soit le sujet du film, dès qu'il fera un film, il fera un western. Ouais, Je trouve que c'est son premier western d'ailleurs, tu vois, que c'est ce vrai. soit la Seconde Guerre mondiale, l'esclavage américain, même Once Upon a Time, hein, pour moi, tout ça, c'est des westerns. En tout cas, des westerns, en tout cas avec des plans à la Léon ou à la Peckinpah, tu vois, des grands angles. Et puis, Ennio Morricone aussi, parce que, alors je sais plus combien il en reste, mais la plupart des films qui vont sortir après, il y aura une musique d'Ennio Morricone, dont une composée pour Les Salopards d'ailleurs. Bref, Ouais. après, ça, faut dire, c'est une spécialité, hein. C'est ce que j'aime chez Tarantino, c'est qu'il reprend plein de morceaux fétiches à lui qui nous fait découvrir, mais il reprend aussi pas mal de BO d'autres films qu'il refoule dans ses films. Et je me demandais d'ailleurs, c'était le seul qui faisait ça d'ailleurs. Bah, c'est le seul qui fait ça avec autant de brio, ça c'est sûr. Mais Ouais. je pense pas que Ouais. ce soit le seul, mais en tout cas, oui, c'est impressionnant. Ouais. Enfin bon, bref, voilà, j'ai fini par regarder le film. Donc je suis comme toi, ça, on s'en devient même limite chiant parce que rien ne déçoit. Le Et ouais. mec, moi, réussit le temps d'un film à m'intéresser, je sais pas moi, enfin tu vois, au japonais, au sabre, à Hattori Tori. Hanzo, Merci à Tori Hanzo, c'est facile en plus. Enfin bon, bref, Sonny voilà. Shiba qui le joue. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que c'est quand même, tu vois, il y a très peu d'effets dans ce film. Tu vois, à part peut-être le dessin animé, hein, puis bon, peut-être pendant les combats, c'est certainement le film qui lui aura demandé le plus de boulot et qui a été le plus difficile à faire. Ouais. Euh, Notamment pour la putain de scène de combat final, hein, celle avec les nombreux combattants et celle d'après. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette scène, la mort de Lucy Liu. C'est... Et encore une fois, je suis pas trop intéressé ni par le kung-fu, ni par le cinéma même asiatique, hein, tu vois, limite. Mais c'est tellement, je sais pas comment dire, c'est même plus de la poésie, c'est autre chose. Et je me faisais la réflexion, Tarantino, c'est un mec qui a emmagasiné tellement de trucs, qui n'a pas fait d'école de cinéma. Donc, au lieu de te sortir des automatismes ou des choses comme ça d'école, le mec fait simplement les films avec les films qu'il a déjà en lui. Peu importe ce qu'il filme, s'il filme ses vacances, t'adoreras ça parce que quelque part, tu retrouveras des choses que soit tu as déjà vues, soit qui t'ont déjà impressionné. Je suis désolé, je suis un peu pompeux, mais tu vois, c'est vraiment, c'est ce que ce film me fait parce que, je rappelle encore une fois, le sujet à la base m'intéresse pas. Après, voilà, il y a quand même des tas de trucs qui me plaisent dans le film, notamment le putain de côté badass qui est génial, tu vois. Je me disais Kill Bill, c'est un peu au féminisme ce qu'est Predator au machisme, hein, tu vois. Ça fait ça fait plaisir de voir des acteurs, alors des acteurs des femmes, mais des acteurs qui se régalent comme ça, parce que c'est ça aussi le point commun de tous les acteurs chez Tarantino. Bah, ils sont tous parfaits. Moi, ça faisait super longtemps que j'avais pas vu Daryl Hannah. Elle est magnifique, elle est géniale. Il y a une scène dans le 2,
Parce que je pense qu'au final, je sais pas si je préfère pas un peu le 2, même si j'adore le 1, tu vois. Mais le 2, il est plus, comment dire, scorsésien, avec plus de petites scènes, alors que le 1, il faut quand même reconnaître, même si le film ne démérite pas tout le long, c'est quand même la grosse scène de fin, les deux grosses scènes de fin qui sont impressionnantes et qui marquent. Kill Bill 1 est la meilleure série B de la Terre et Kill Bill 2 est un chef-d'œuvre. Moi, je vois Ouais, ça un bah, peu comme ça. bah, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il t'introduit le 2 avec le 1, mais d'une sacrée manière en tout cas. Ouais. Après, bon, bah, bravo Uma Thurman, parce que bon là, tu sens que c'est clair que c'est certainement l'un des roues, elle s'est le plus investie. Puis Tarantino a bien fait de la choisir comme muse, hein, finalement, ce qu'il l'aura quand même mis dans une paire de ses films. On peut dire aussi que je pense que c'est le rôle de Carradine qu'on retiendra, et c'est peut-être pas plus mal, hein, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien. Euh, et puis après, voilà, je termine en disant que c'est encore un des films de Tarantino qui, comme l'hypothétique suite, enfin, ou spin-off de Vincent Vega, c'est pareil. Tarantino lâche souvent qu'il va peut-être réaliser un film avec la fille de Vegeta qui va venir se venger, à la star de Sonny Chiba, tu vois, c'est pour ça que je disais ça. Je trouve ce film d'autant plus génial que, à la base, il m'intéressait pas du tout, et c'est complètement un film de Quentin Tarantino. Je me refaisais un peu le film dans la tête et je me disais Jackie Brown, qui était un film qui reprenait les codes de la Blaxploitation. Moi, j'en ai regardé, je sais pas, une cinquantaine, une centaine de films de la Blaxploitation. Il n'y en a pas un que je trouve bon. Il fait Jackie Brown, c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu mille et un films de kung-fu, de karaté, d'arts martiaux, de sabre, de machin. Ils me font tout chier. Kill Bill me passionne. Donc, c'est-à-dire que moi, on lui reproche souvent, on l'a déjà dit dans des podcasts précédents, ce côté recycleur, ce côté refaire des films qu'il a aimés et qu'il a vus. Mais moi, je trouve qu'il est fait toujours mieux que tout le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le génie de Tarantino. C'est un DJ qui remixerait les morceaux en mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il reprend des tubes, mais des tubes un peu oubliés, et il en fait des tubes qui vont traverser les générations, les décennies. Bref, c'est un formaliste extraordinaire. Chaque plan est léché, chaque scène est pensée, les dialogues, et comme à chaque fois, comme à chaque film de Tarantino, dès la première image, dès le premier plan, on est dedans. On a envie de suivre ce qui va se passer. Quitte jamais l'écran des yeux, ça nous plonge dans un monde, c'est vraiment des films mondes, quoi. Et à la fin, ouais, quand on va pas dire pour les quelques personnes qui ne l'ont pas vu, il y a un petit truc qui t'amorce le deux, tu te dis, oh putain, truc que tu t'y attendais pas du tout, et ça te tombe dessus d'un coup, et tu te dis, mais vivement qu'on voit le 2, on en parlera dans le podcast de 2004, mais en tout cas, voilà, une énième réussite au crédit de Tarantino, c'est vraiment une filmographie presque parfaite, en tout cas. On va passer, Meryl, au dernier film de ce top 2003, avec le film qui, moi, voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui me bouleverse, qui me touche, et en plus qui me fait marrer, c'est quand même assez rare d'avoir les deux dans le même film. C'est Punch Drunk Love, un film de Paul Thomas Anderson. On a déjà parlé de lui pour Magnolia dans les podcasts précédents. On avait parlé un peu de Boogie Nights aussi, on avait esquissé Boogie Nights, mais en tout cas Magnolia, moi je le considère comme un chef-d'œuvre. Autre chef-d'œuvre quasiment dans la foulée, hein, avec Punch Drunk Love, un film qui à l'époque était un peu le premier film qui osait mettre Adam Sandler dans un rôle sérieux, en tout cas dans un rôle décalé de ces grosses comédies un peu beauf et un peu bas du front américaines qui cartonnaient. Et en fait, il lui offre le rôle d'un type qui vit dans une famille très, très bizarre, puisque dans la famille, il n'y a que des femmes. Donc il a, je sais pas, 5 6 7 sœurs. En tout cas, voilà, il vit avec elles. Et on sent qu'il subit. C'est un mec qui subit, qui est tout le temps au bord de l'implosion. Et il va tomber amoureux d'une nana qui arrive dans sa vie, qui est jouée par Emily Watson. Et alors, c'est là aussi le talent de Paul Thomas Anderson. C'est que moi, Emily Watson n'est pas une actrice qui me touche particulièrement. Je la trouve géniale dans ce film. Et on va suivre un peu l'histoire de ces deux individus qui n'ont rien pour se rencontrer dans un monde un peu poétique, un peu coloré, un peu, on dirait presque un rêve par-ci par-là. Et voilà, on va suivre leur histoire d'amour. Ça s'appelle Ivre d'amour, c'est le sous-titre français. Et je trouve que l'histoire d'amour est bouleversante, mais il y a des scènes de comédie, même des scènes d'action. Parce que Adam Sandler, comme il est très sous pression, c'est un mec que quand il s'énerve, il peut te péter la gueule du moindre gars dans toute la rue. Donc voilà, c'est un mélange des genres. C'est un film indéfinissable, Punch Drunk Love, qui n'appartient qu'à lui, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Ouais, puis moi, c'était ma découverte d'Adam Sandler et je suis un peu souvent déçu par l'acteur, même si il y a pas longtemps, j'ai vraiment kiffé Usher. Mais Ouais. je pense que je suis un peu déçu par l'acteur parce que du coup, j'attends tout le temps à ce qu'il me pousse autant dans mes retranchements avec chaque rôle, quoi, tu vois. Après, voilà, c'était que la seconde fois que je le voyais, la première fois que je l'avais vu, j'avais adoré, hein, mais c'était sur tes conseils, mais je l'avais pas revu depuis. Et le premier truc qui m'a ressauté à la gueule, c'est vraiment le film exemple
où le son est primordial. Limite, Ouais. il faut même le regarder au casque. Je l'ai pas fait, mais il faut même l'écouter et le regarder au casque parce que sinon tu loupes des émotions. Tu vois, c'est même carrément ça que moi je trouve. Ils forment vraiment tous les deux un couple vraiment très particulier. Je veux pas trop parler du film parce que c'est vraiment un film dont il faut rien dire. Parce que c'est difficile de donner envie à quelqu'un, sauf si tu es déjà fan de l'acteur ou d'Anderson, mais c'est difficile de donner envie par l'histoire à ce film. Le final avec Philippe Seymour Hoffman, je le trouve toujours aussi bizarre et super cool, tu vois. Donc, c'est que le film fonctionne toujours super bien sur moi. Je suis toujours content aussi par le petit rôle décalé sympa pour Lise Guzman, qui est un acteur que j'aime bien et que j'ai vu dans plein de films que j'adore. C'est aussi la réal de Paul Thomas Anderson, si particulière, surtout dans ce film, hein, bourré de décadrage, abusé, comme diraient les jeunes, plein de perspectives inhabituelles, comme ce putain de parking devant le pseudo-magasin de Berrigan. Des tas de choses qui marchent, qui te marquent et qui fonctionnent et qui font qu'on peut se permettre d'appeler ça film une comédie romantique, tu vois. Alors que c'était pas gagné, si je peux dire que tu vois. Bon, c'est tout, tu vois. J'ai bien aimé Magnolia, même si je suis quand même pas mal revenu sur son côté. On est là pour l'Oscar, mais là, tu vois, j'adhère totalement au film. C'est vraiment un film que j'adore. C'est ça, c'est un film que j'adore. J'adore Sandler. Vraiment, c'est un film que j'aime. Et limite, même, tu vois, c'est un film, c'est fait partie de ces films dont je me fous même de l'histoire. J'aime simplement regarder les acteurs dedans évoluer. Ah, et notamment Sandler, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce genre de film-là pour moi. Et je termine en vitesse pour dire que l'anecdote du pudding et des miles gagnés, c'est un vrai fait divers. C'est la vraie histoire de David Phillips. Et que le gars a gagné près d'1,5 million, 1,2 million de miles aériens grâce au pudding au chocolat. Ah bah tu vois, je savais pas que ça c'était un vrai truc. Ouais. Bah, en tout cas, tu fais bien de souligner Philippe Seymour Hoffman qui a un rôle très secondaire, en tout cas dans le déroulement de l'intrigue, mais il est encore une fois génialissime, quoi. Et c'est un type, en fait, ils n'ont des interactions avec Adam Sandler que par téléphone, parce que Adam Sandler, on va le dire, est victime d'une arnaque au téléphone rose. Et donc, ils ont des échanges. Et la scène où on voit débarquer Adam Sandler chez lui, enfin, moi, je me régale à chaque fois où le mec faisait trop le cake au téléphone, faisait un peu le parrain de pacotille, et quand il voit arriver le gars hyper vénère, il lui dit non, non, mais ça va aller, merci. Je vais pas vous déranger plus longtemps. J'adore ce moment. Enfin, j'adore la scène entre les deux. Tu l'as dit, la réalisation de Paul Thomas Anderson, c'est du brio, hein, c'est du génie. Moi, je trouve comme dans Magnolia, voilà, ça part de décor en décor. Des fois, il te fait des plans dans des couloirs très exigus de couloirs d'hôtel ou d'immeubles. Il te fait des plans magnifiques à Hawaï avec les retrouvailles entre les deux personnages et tout. Enfin, bref, c'est vraiment du génie. Dès le début, on se dit qu'est-ce que c'est? Enfin, on est hyper intrigué avec ce piano qui est au milieu de la route, cet accident. Enfin, bref, il y a que des trucs géniaux dans ce film. Et tu as raison, c'est un film qui est dur il est dur d'en parler parce que il est difficile d'en parler parce que c'est un film qui se découvre, qui se ressent aussi. Tu l'as dit, ça passe par le son, ça passe par les couleurs avec ce costume bleu trop large que Adam Sandler porte tout le long. Bref, moi je le trouve Adam Sandler bouleversant dans ce film. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que c'était un grand acteur. Et voilà, je trouve que tout est réussi. Je trouve que Paul Thomas Anderson, en sortant de Magnolia, fallait avoir quand même pas mal de cran pour mettre Adam Sandler en tête d'affiche d'une comédie romantique. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est un mec qui se laisse pas guider par la hype ou par voilà, les modes du moment. Il fait ce qu'il veut, il continue de faire ce qu'il veut et ça me plaît beaucoup dans sa carrière. Et c'est un film qui a eu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2003. Donc voilà, c'est un grand film, un chef-d'œuvre pour moi. Punch Drunk Love égale chef-d'œuvre. Et il y en a eu pas mal, en tout cas, il y a eu beaucoup de grands films dans cette liste de 2003 que je vais me permettre de rappeler. Meryl, Tristan, Cypher, Maléfique, mais qui a tué Pamela Rose, ni pour ni contre, bien au contraire. Fun Game, Monsieur Schmidt, le film dont tu voulais parler, mais pas moi, Basic. Et enfin, le top 2003, il y a 10 films. Numéro 10, Autofocus. 9, Haute Tension. En 8, Arrête-moi si tu peux. 7, Adaptation. 6, Le Mystificateur. 5, Loin du paradis. 4, Les Associés. 3, Les Clés de bagnole. 2, Kill Bill volume 1. Et enfin, en numéro 1 de l'année, Punch Drunk Love. En tout cas, moi, je me suis régalé à revoir pas mal de ces films et j'ai été content d'avoir des découvertes. Alors, des découvertes que j'avais déjà vues, mais en tout cas, j'étais passé un peu à côté. Autofocus et Loin du paradis, notamment, vraiment, ça a été deux claques. Adaptation, j'étais ravi de le revoir. Enfin bref, je croyais que c'était une excellente année 2003 et je crois que l'année 2004, Meryl, je ne sais pas si elle sera aussi excellente, mais en tout cas, elle sera blindée de films. Je crois qu'on en est à 25 là, sur la sélection, hein. Tout à fait, 25, c'est ça. Ça nous promet Bon, des bonnes heures de visionnage. exactement. En tout cas, voilà, on se retrouve la prochaine fois pour le 2004. C'était un plaisir, Meryl. À très bientôt. Ciao. Salut César.
Cinema, 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 cinema.